tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, pensez pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu.
Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, 16h45, pile poil, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, voilà, plein badin, pour commencer la semaine du Juste Bistrot, on a plein de choses à se dire, aujourd'hui, dans le bonheur, la souplesse, la délicatesse, évidemment l'humanisme évidemment les amis, aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va revenir sur cette affaire Toxin Maisto, alto feu, voilà, que tout le monde garde son sang-froid, vraiment on va être... Juste milieu humanisme, ça va être du zaz. Aujourd'hui, vous allez voir, le bonheur et l'humanité avant tout. On va parler littérature. Je vous ai amené un petit bouquin, les amis, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. On revient à la base de juste milieu. C'est Let It Be. C'est Let It Be aujourd'hui. Je vais vous parler d'un bouquin vraiment que j'ai adoré. J'avais hâte de vous le présenter. Bouquin sur l'actualité, évidemment. Enfin, autour de l'actualité géopolitique et économique, très exactement. Et puis, j'ai quelques petites pépites, les amis, à côté de tout ça. Un beau programme pour commencer la semaine. Et oui, parce que pourquoi hier j'étais pas là parce que week-end prolongé en Suisse, c'était jour férié, le jour du jeûne, voilà, rien à voir avec Jack Lang, c'était le jour du jeûne alimentaire. Alors autant te dire que bon, j'ai pris le jour férié pour le jeûne, on passera plus tard. Donc voilà les amis, sur ce gros programme, on va calmer le jeu là avec tout ce qui se passe. C'est la polémique, le clash, le buzz. Pas du tout. On va se détendre avec tout ça les amis. On va revenir en détail sur cette affaire Toxin Maisto. On va parler de plein de choses parce que voilà, on va pas commencer à se mettre sur la gueule. Je vois vos commentaires, voilà, tout le monde est sur les dents. On the chico comme on dit. Pendant que Ousmane Dembélé est Ballon d'Or. S'il y a bien une actu, c'est celle-là. Hein, et Ousmane Ballon d'Or, on a envie de le dire, bravo à lui, ça fait plaisir. Après Karim Benzema il y a 2 ans, si je dis pas de conneries, on a un autre Français. À la bonne vôtre, on se met un coup de maté dans le museau et ça fait plaisir. Les amis, dites-moi un petit peu dans le chat, vous le savez, c'est la tradition du début de semaine. Alors normalement c'est lundi, mais on est mardi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dites-moi ce que vous avez fait de bien ce week-end. Dites-moi une bonne nouvelle, voilà, par chez vous, que ce soit au boulot, dans la vie perso, ce que vous avez mangé de bon récemment. Dites-moi un petit peu les copains. Moi j'ai fait manger une entrecôte à la Clusa. Voilà, je me suis mis ça derrière la cravate, c'était impeccable. Voilà, dites-moi les amis, la bonne nouvelle, une belle chose par chez vous, ça fait plaisir. On commence avec Monsieur Dagon qui dit week-end piscine et rhum, ça fait plaisir. Je m'y connais pas beaucoup en rhum, je suis plutôt whisky, je connais pas beaucoup. On commence avec des belles choses, des belles nouvelles les amis. Détendez-vous avec l'affaire Toxin et compagnie. On va en parler dans le bel esprit, dans la belle humeur. Tranquille, Émile. Voilà. Voilà, mais voilà, vous êtes tous dans le débat, dans le clash. Il pleut, ça c'est vrai, il pleut. Voilà, mon Ishigo Bankai 38 qui dit bonjour, désolé, j'étais en vacances la semaine dernière. Ouais, ça fait plaisir. Kundune 73, dimanche passé, mon premier match de rugby à Paris, Bordeaux Racing. J'espère que tu te... Attends, dimanche passé, premier match de rugby à Paris. Bordeaux Racing. Ah ben oui, ils les ont... Attends, Bordeaux Racing. Mais ce week-end, Bordeaux, ils ont joué contre... Attends. Ils ont mis une branlée à Montauban. Ils ont pas joué au Racing, Bordeaux. T'es sûr que c'était la bonne équipe? T'es sûr que t'en as pas bu, plutôt, du Bordeaux? Parce que le week-end dernier, Bordeaux, ils ont défoncé Montauban. Kido 421 qui dit week-end poté Lorraine et sieste. J'ai pris 3 kilos en 2 jours et j'en suis fier. Ça c'est bien. C'est pas un week-end, c'est une hibernation. Je le dis tout de suite. Demain je pars au Japon, nous dit Fléau 93. Ça régale. Magnifique. Fil entre autres, découverte d'une petite sauce piquante, 145 000 Scoville. Ouais, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal quand même. Et Kundune 73, le match d'avant. Ah oui, donc là, en première journée. Ok. Bah j'ai arrêté de suivre le rugby, moi. J'ai plus le temps. Non, bah, je suis désolé. C'est pas que je veux pas, mais ça n'a rien à voir avec le fait que Toulouse se soit fait déboîter par Montpellier. Non, c'est juste j'ai plus le temps de suivre le rugby. J'ai plus le temps. Après, quand Toulouse gagnera des matchs, je retrouverai le temps. Là, j'ai plus le temps. J'arrive plus en ce moment. Olivier Mars 13 qui nous dit week-end pizza avec les enfants. Pizza faite maison, nous précise-t-il, et ça fait plaisir. C'est vrai que pizza faite maison, je redonne la petite astuce, voilà, si la lumière veut bien s'allumer évidemment. Attends, pas. Je redonne la petite astuce, la plaque à pizza, ça fait plaisir. Plaque en pierre à mettre dans votre four. Vous trouvez ça au Lidl, ça coûte 20 balles la plaque, c'est pas très très cher. Vous trouvez ça, c'est bien meilleur pour faire les pizzas après.
Petit conseil, voilà, pour se régaler, qu'il y ait des gosses ou pas des gosses, on s'en fout. Pour se régaler à la maison, tu vas m'acheter une plaque à pizza chez Lidl. Puis après, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu peux faire des flammes-cuches, tu peux cuisiner ton voisin. Après, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu l'as la plaque. Donc, c'est pour un peu simuler la cuisson du four à pizza. C'est jamais parfait, mais c'est le petit conseil pour cuire uniformément en dessous. Parce qu'on a ce problème avec les pizzas, on va pas se mentir. Qu'elles soient faites maison ou pas, quand tu les cuis dans ton four, la pâte, elle est mollassonne au milieu. Elle est mollassonne. Là, avec la plaque à pizza, t'arrives à avoir un truc sympa. Voilà. Merci à Dams75 pour le subprime, 6e mois. DarkJock76 qui dit un bon week-end, Rémi, point d'interrogation. Moi, c'était travail apéro et bricolage dans la maison. Et ben, ce week-end, magnifique. Ce week-end, j'étais en week-end amoureux. Week-end amoureux du côté de la Cluse, là dans le secteur. Je suis allé, ah ouais, tiens, faut que je vous raconte ça, moi. J'ai eu des belles choses. L'entrecôte est incroyable. Au restaurant, la Syrie à la Clusa. Voilà, rien à voir avec le pays, hein, pas de radicalisation. Mais voilà, ça s'appelle la Syrie, pour ceux qui connaissent. Pas de placement de produits. J'aurais aimé qu'ils m'invitent, les coquins, mais c'était pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça c'était super. Puis week-end amoureux, la détente impeccable. Mais je suis allé visiter dimanche, je suis allé visiter Megève. Alors, je sais pas s'il y a des Megèvois, des Megèvistes, je sais pas comment on les appelle, appelons-les les blindés. Megève, c'est dégueulasse. Voilà, je vais avoir un jugement tranché aujourd'hui. C'est la seule position tranchée que je vais avoir dans cette émission. La seule provocation que je m'autorise, c'est que Megève, j'ai trouvé ça fracassé. Je vais pas vous mentir, on dirait vraiment le Disneyland des bourgeois. Tout a l'air un peu factice. Il y a pas vraiment d'âme, même dans les petites rues un peu historiques. J'ai pas aimé, mais vraiment pas du tout. Voilà, c'est un coup de gueule. Voilà, donc je suis désolé s'il y a des zinzins de la famille Juste Milieu qui viennent de Megève. C'est pas contre vous, mais déménagez. Déménagez. Vous vivez dans une sorte de Walibi pour bourgeois de droite. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors peut-être que l'hiver c'est sympa, mais je fais pas de ski. Donc voilà. Hein, alors qu'il y a des dirigeants soviétiques qui faisaient trop de ski. Ah, il y a de l'humour. On se refait pas. Hein. Fasciste mais rigolo. Ah, faut avoir la ref pour celle-là par contre. Mais on va y venir. Impersonnel, nous dit Philanthrope, effectivement. C'est le mot juste. Merci à toi. Merci à toi. J'ai envie de t'appeler Dictionnaire Larousse. Dictionnaire Larousse. Impersonnel. C'est vrai que c'est ça le mot. Impersonnel. Et Phil de là qui dit privilégier la vallée verte. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais par contre la chartreuse verte, ça je sais. Et ça c'est bon. Putain. Je crois que, pareil, on est dans la révélation. On commence avec ces choses importantes. Mon alcool préféré, c'est whisky en 1, c'est chartreuse en 2. Ah, je le dis. Ah, je le dis. Ah ouais. C'est bon, putain. Ah, c'est cher. Oh là là. Tu vas acheter une bouteille de chartreuse, c'est le PIB du Cambodge. Hein. Mais c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Pas à chier. Sandu 83 qui dit salut Rémi, moi je suis allé à la plage à Brégançon, pas loin de la résidence d'été de Jupiter. Brégançon la belle, Brégançon la grande. J'espère que tu n'y es pas allé avec une... C'était quoi cette histoire ? Il y a quelqu'un qui s'était fait poursuivre, qui était allé plus ou moins manifester sous le truc de Brégançon avec je sais plus quoi, un truc gonflable, une connerie. Il y avait une histoire comme ça et Juan Branco l'avait défendu, si je dis pas de bêtises. Le Geeks qui dit la Coupe du Monde de cyclisme, j'ai absolument pas regardé. Je sais, mais attends, c'était au Rwanda, c'est ça ? Attends, je t'avoue, je sais que c'était là, mais attends, c'est fait ? Qui a gagné ? Dites-moi tout. J'ai pas suivi. Pogacar 4ème des contre-la-montre. Oh, le nulos. Ah, c'est Evenepoel qui gagne. Ok. Sur le contre-la-montre. Et c'est quand sur route ? J'ai absolument rien suivi, je reconnais. DarkJock76 et la goutte normande en 3ème position du classement, Rémi. Après, ça se bagarre. Après, je mets tout le monde à égalité. Évidemment. Oui, c'est un homard, absolument. Merci les amis dans le chat, à Dimcop et le Révo Vince. Effectivement, c'est un homard suite à l'affaire de Rugy. L'affaire de Rugy, oh putain, ce zoom. L'affaire de Rugy, effectivement, qui s'était fait dégager de l'Assemblée nationale. Moi, le homard, je n'aime pas ça. On s'en rappelle, effectivement. Et je crois qu'il y avait une poursuite en justice, si je dis pas de bêtises. Marie Demar qui dit le Génépi et la Grappa, c'est pas mal non plus. Génépi, oui, Grappa, je suis un peu moins comme un dingue. Voilà, un peu moins, mais voilà. J'ai le droit de pas mettre le Grappa dessus. Voilà. Le Geeks qui dit tu devrais voir comment Remco a mis Pogacar à l'amende. Ouais, bon. Après, ouais.
je t'avoue que j'adore le vélo, j'adore faire du vélo, mais en ce moment, c'est en train un peu de me dépassionner, là, tout ça. Je vais pas vous mentir. Les exploits de Pogacar, ça devient de la physique quantique, ça commence à me saouler. Donc, battre Pogacar, si tu veux, ça me rassure pas. J'ai pas l'impression que ça rééquilibre les débats, si tu veux. Quand t'es plus défoncé en soirée que Pierre Palmade, faut se poser des questions. Donc, c'est pas une victoire de mettre une branlée à Pierre Palmade niveau cocaïne. Faut s'inquiéter. En fait, ton prochain rendez-vous, c'est le médecin, c'est pas le podium. Donc, non. Le rugby, je continue à regarder. Quand Toulouse gagnera, je continuerai. Bon, tu me diras, il y a peut-être aussi du dopage au City. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, les amis, on a pas mal de choses. Oh là là, aujourd'hui, on a pas mal de choses. On va commencer parce que c'est trop drôle. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais j'en ris d'avance parce que je sais plus si c'est drôle, je sais plus si c'est pas drôle, je sais plus. En fait, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si vous avez vu passer cette séquence de Franck Tapiro chez Morandini. Alors calmez-vous sur Morandini, on va en parler plus tard, qui nous a présenté le concept de qui patriote. C'est pas une vanne. Regardez cette séquence, c'était sur CNews. Vous êtes venu avec une kippa bleu, blanc, rouge, c'est ça? Ce qu'on appelle la kipatriote. Pourquoi? Parce que devant cette annonce épouvantable de mettre des drapeaux de Palestine partout, le jour de Rosh Hashanah, parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, 5786. Donc on signe avec cette double peine, finalement. Nous, on va répondre comme on l'a fait depuis 1793, où les Français de confession juive sont des citoyens à part entière, exemplaires, reconnus comme exemplaires, et qui prient chaque samedi matin, le jour de Shabbat, pour la République française. Donc aujourd'hui, comme c'est Rosh Hashanah, on a distribué des petites kipatriotes, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, que vous pouvez customiser, pour la mettre dans toutes les synagogues, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul drapeau qui compte, c'est celui de la République française, celui qui regroupe nos valeurs, celui qui a permis justement aux Français de confession juive de pouvoir être des citoyens français à part entière. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. On est vraiment... Alors, je vous cherche la ref. Ceux qui ont vu le film Coco avec Gad Elmaleh, on est vraiment dans le gag de la Kippa Cabana. C'est joué par Harry Habitant qui montre ça à Coco. Alors, je sais pas si je vais retrouver la scène dans la bande d'annonce. Bon, ceci dit, c'est pas très grave. On loupe pas grand-chose. Mais vous avez Franck Tapiro, publicitaire, fervent défenseur du Bois de Boulogne. On se rappelle la séquence était filmée sortant du Bois de Boulogne, et pas que, visiblement, qui déboule et nous explique qu'en fait... Être juif, assumé, la kipatriote. La kipatriote, tu vois. Voilà, la kippa bleu, blanc, rouge. Bientôt, nos burkas ont du talent. La burqa bleu, blanc, rouge. Mais ça s'arrête où, cette blague? Alors... Pour rappel, parce qu'on va pas passer 3 heures là-dessus, bon, sur Franck Tapiro en vérité, qui est un publicitaire au départ, et qui est pas forcément un publicitaire de génie. Enfin, je veux dire, le mec, il a une omniprésence médiatique. En fait, on sait pas pourquoi. En vérité, on sait pas pourquoi. C'est pas comment qu'il s'appelait, celui qui disait si t'as pas ta Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie là. Ou si t'as non, c'est pas lui qui a dit si t'as pas enfilé ta prof de français à 14 ans, t'as raté ta vie. Non, c'était la montre, c'était la Rolex. Merde, comment il s'appelle? Ça m'échappe dans le chat. Vous allez le trouver avant moi, évidemment. Seguela, merci. À Cacao et Kilo 421. Jacques Seguela. Tu vois, Franck Tapiro, sans lui faire injure, bon, il est meilleur en Bois de Boulogne qu'en publicité. Il n'y a pas de slogan pub où tu te dis putain, ça c'est du Tapiro. Alors que Ardisson, c'était le cas, par exemple. Ardisson, c'est quand même quelqu'un qui avait inventé c'est trop picot. On rigole, mais 30 ans plus tard, c'est toujours dans les têtes. Bec BD aussi avait inventé des trucs énormes. T'as des publicitaires dont on se souvient. Franck Tapiro, non, on se souvient pas. Peut-être pour. Voilà, on sait pas en fait. Et il est imposé dans les médias, donc pour on ne sait quelle raison. Le mec déboule à jouer aux Républicains de la kippa bleu, blanc, rouge. Et là, je peux te dire que. Jean-Pierre Pernaut de la synagogue, nos régions ont du talent. Et faut quand même pas oublier qui est Franck Tapiro, qui est quelqu'un qui a contribué à la création de la DDF, rappelez-vous, Diaspora Defense Force, une milice privée pour défendre la diaspora juive en France. Il nous avait dit ça.
être juif, assumé, il faut aussi savoir se battre quand on nous fait la guerre. Donc on va pas se battre, on va pas prendre des armes, on a nos armes à nous, c'est nos cerveaux, c'est notre créativité, c'est les mots, c'est cette... On dit que les juifs ont plein de pouvoirs, vous savez, nos antisémites préférés. Ça donne l'influence et le lobby des juifs. On a le lobby, des médias, de la puissance, de la créativité, etc. Vous savez quoi? Et écoutez-moi bien, prouvons-leur pour une fois qu'ils ont raison. Montrons-leur ce que ce lobby juif, quand il est réuni, rassemblé, peut faire en créativité, dans les médias, les réseaux sociaux, la tech. On a des experts de partout qui se rassemblent aujourd'hui parce qu'on en... Voilà, donc en fait, il est qui patriote de qui? Parce que du coup, je sais plus. Parce que diaspora juive, c'est pas un pays en fait. J'ai regardé ma géographie, c'est pas un pays. Donc il est patriote de qui, Franck Tapiro? Voilà, moi je veux bien l'acheter la kippa avec plaisir, c'est joli comme tout, hein. J'irai au match de rugby avec. Mais on fait comment du coup? Parce qu'il est patriote de qui, tu vois? Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est à la fois risible, évidemment trompeur, clivant de toute évidence. On ne sait pas s'il faut le prendre au sérieux et tout, c'est assez ridicule. Mais je voulais quand même vous en parler, les amis, vous parler de ça, vous montrer cette petite séquence, pequeña sequencia, qu'on a eue à la téloche ces derniers jours. Les copains surtout pitoyables, nous dit Olivier Marstrez. Dites-moi un peu dans le chat, hein, les amis, ce que vous en pensez. Ferdan qui dit la kippa Stade Toulousain. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À un moment donné, après tout, voilà. Pourquoi pas. Baldacat qui dit se foutre de nos gueules. Dams75 Diaspora, c'est l'équipementier de foot, c'est ça, bonne vanne, ça c'est bonne vanne. Toujours la religion, c'est chelou, nous dit c'est relou, pardon, nous dit dans ton milieu, je suis plutôt d'accord avec ça. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous proposer, ça m'a rappelé la scène du film Coco, je vous dis, je sais pas si vous l'avez vu, il y a cette scène là, c'est Harry Habitant qui dit à Kippa Cabana et la Kippa je sais pas quoi, c'est plutôt rigolo, ça me faisait rigoler dans le film. Et là c'était pas qu'un film, donc on est nickel. Là où tu te dis aussi que c'est pas qu'un film, on a l'ami Thomas Legrand, donc tu vois, hein, vu son éthique, ils ont dû l'appeler Legrand pour qu'on y croie un petit peu. C'est un petit peu comme Olivier Faure d'ailleurs. Faut leur mettre des noms de famille pour que ce soit un peu trompeur. Parce que quand tu vois Olivier Faure, c'est pas la notion de force qui te saute aux yeux. Thomas Legrand est venu répondre chez Quotidien à ce scandale, hein, instrumentalisé par l'extrême droite, les néo-nazis, les mangeurs d'entrecôtes, qui lui ont reproché d'avoir voulu manipuler une élection grâce à sa présence sur les services publics. On peut plus rien faire en fait. La liberté d'expression, ça suffit, l'hitlérisme à tous les coins de rue. Il est venu s'expliquer et il a donné une nuance de poids chez Quotidien, écoutez. Quand je déjeune avec des hommes politiques, c'est jamais seul, jamais tout seul comme journaliste, plusieurs journalistes. Vous ne dînez pas? Je ne dîne pas. C'est une limite un peu débile de dire je déjeune mais je dîne pas. Mais un déjeuner, c'est différent d'un dîner. Un dîner, moi quand je dîne avec quelqu'un, on se resserre de vin, on finit toujours par parler. Mais juste sur ça, voilà. Il a déjeuné, il n'a pas dîné. Alors arrêtez comme ça, là, ceux qui ont des soupçons à expliquer que le service public fait la propagande pour des leaders politiques socialistes. Mais rien à voir, il a déjeuné. Alors franchement, s'il avait petit déjeuner, c'est que ça compte même pas. Ça s'annule en fait. Ça s'annule. Déjeuner, tu peux avoir des soupçons, mais qui n'ont aucun sens, parce que déjeuner. Par contre, dîner, là, effectivement. Dîner, c'est l'incendie du Reichstag, et il se garde de le faire, par déontologie. Et ça échappe à l'incorrect. Ça échappe à tous les méchants, tous les vilains. Donc non, j'ai beaucoup aimé la nuance de Thomas Legrand. Je voulais vous en parler, les copains, parce que c'est vrai que c'est risible. Autant que la qui patriote, je sais pas, on fera un sondage, mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. Et puis, sur cette affaire, on en a déjà parlé, hein, l'affaire Cohen-Legrand, on en a déjà parlé. C'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de mauvaise foi généralisée où tu vois plein de journalistes qui leur tombent dessus en faisant les vierges effarouchées avec des pudeurs de gazelle, comme aurait dit Mélenchon. Tu les vois tous, les autres, en disant mon Dieu, mais des journalistes qui discutent avec des politiques, mais quelle honte, quel scandale. Vous vous rendez compte, le service public? Attendez, mettons les choses à plat. Heureusement que des journalistes vont discuter avec des politiciens, heureusement. Et vous croyez qu'aucun autre journaliste d'un autre bord, que ce soit public ou privé, ait l'intention de faire des papiers pour orienter les élections? C'est pas le principe du journalisme?
Enfin, l'un des principes du journalisme, en tout cas, l'une des conséquences, plus ou moins acceptées, plus ou moins acceptables, c'est pas le débat, mais voir les autres journalistes qui font les vierges effarouchées, je vous avoue que depuis 2-3 semaines, ça me fait un peu ricaner. Parce que tu te dis, ça va, enfin, aller chercher des informations auprès des politiciens, c'est l'un des rôles des journalistes contemporains. Alors évidemment que c'est pas Albert Londres, évidemment qu'on n'est pas sur de l'investigation, du machin, du bidule, mais c'est toute la diversité du journalisme, si vous voulez, entre un journaliste d'investigation, un reporter de guerre par exemple, et un écrivaillon d'un quotidien parisien qui parle de la victoire au premier tour de Michel Barnier aux législatives dans la 2e circonscription, la palette est large. Ce qu'on appelle journalisme en soi, c'est très très large. Et ce sont des métiers qui sont différents, qu'on le veuille ou non. Ça s'appelle journalisme, mais c'est très différent. Donc, un journaliste politique, je considère que c'est tout à fait normal qu'il aille à la source de l'information. Et sa source d'information à lui, c'est la politique. Donc les politiciens. Après, de là à vouloir influencer un scrutin en appuyant sa propagande grâce au service public, effectivement, là Uno +2 sur +2. Ça, c'est vrai que tu montes en gamme. Mais comme tu as déjeuné, pas dîné, voilà, ça -2. Donc, ça va. Mais faut pas déconner non plus. Je veux dire, les journalistes politiques font tout ça, évidemment. Là, t'en as qui se sont fait prendre la main dans le sac. Bon, bah, tant pis pour eux. Mais faut pas que les autres insistent trop non plus, parce que on va voir fleurir des vidéos du genre où on verra tous nos politiciens et nos journalistes politiques qui papotent entre eux, évidemment. Qui papotent dans les cafés, dans les bistrots, les brasseries, la franc-maçonnerie. Après, voilà, il y a plein de lieux de rencontres. C'est comme Tinder, t'as plein de trucs, tu sais pas où tu te rencontres. Bon, bah, eux, c'est pareil. Donc, je pense que voilà, faut pas déconner non plus. Pour moi, il y a 2 choses dans cette affaire. Le fait que des policiers rencontrent des journalistes politiques, c'est pas du tout un scandale, faut pas déconner. Par contre, que ouvertement, Patrick Cohen et Thomas Legrand assument leur capacité de manipulation de l'opinion publique sans être licenciés sur le champ, ça, effectivement, c'est pas normal. D'ailleurs, je pense que dans un monde normal, ils auraient dû démissionner par simple éthique. Mais bon, ça, voilà. Il a déjeuné, je le répète, et pas dîné. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour Thomas Legrand, les amis. Je voulais vous parler de lui, ce bon vieux Thomas Legrand. Les copains, on va avancer dans les gros sujets du jour parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je veux prendre du temps pour petit retour aux sources de Let It Be, présentation du bouquin que je voulais vous proposer. Une lecture qui m'a régalé vraiment. Donc je voulais absolument vous présenter ça. On va y aller, les amis, sur cette histoire Tocsin, Didier Maisto, tout ça. On va en parler. Déjà, la première chose que je veux vous dire, la toute première chose, c'est que il faut que tout le monde garde son sang-froid. Voilà, on va y aller tout de suite. L'affaire, qui n'en est déjà pas une, soyons clairs, est en train de prendre un virage qui est très désagréable, où ça devient une question de personne. Ça devient le camp des uns des autres, ça devient des critiques contre les uns les autres, des insultes. Déjà ça non. Je suis pas Pascal le grand frère, mais là c'est en train de prendre des proportions qui n'ont pas de sens, dans la mesure où toute cette affaire que je vais vous résumer, on va regarder en détail. Toute cette affaire part de propos tenu par Didier Maisto sur la base de propos que moi je n'ai pas tenus. Donc il y a un truc où on va dire les paramètres initiaux ne sont pas bons. Donc et à la limite c'est pas grave. Vraiment, tout de suite, je commence la vidéo par la fin. Que Didier Maisto considère ma démarche comme fasciste ou totalitaire, on va écouter la séquence en intégralité, comme ça on aura les propos de tout le monde. C'est pas grave, c'est son droit, ça m'emmerde, je l'expliquerai tout à l'heure, mais c'est pas grave. Faut pas déconner non plus. Malgré tout ce qui a été dit, malgré nos désaccords, malgré ces qualificatifs qui m'emmerdent un peu, mais tranquille, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il faut garder la tête froide. Mon intention de départ n'a absolument pas été de créer la bagarre. Ceux qui ont vu ma vidéo le savent très bien. Au contraire, c'est une question de vigilance collective. Et là, en fait, c'est en train de prendre une tournure qui va invalider ma démarche de base. Moi, au départ, je voulais créer du débat, créer de la discussion. Et là, tout le monde est en train de se mettre sur la gueule. Ça devient absolument n'importe quoi. Et ça va finir par me donner tort alors que j'ai rien fait.
ça va finir par me donner tort, alors que des gens ont compris ma démarche et il n'y a rien de nocif et il n'y a aucune volonté de diviser les gens, au contraire. Donc je veux juste couper court à cette espèce de polémique là qui est en train de naître, parce que ça dénature complètement ce que je voulais faire au départ, et c'est dommage. Donc vraiment, halte au feu. Normalement, le 25 septembre, donc jeudi prochain, je vais avoir l'occasion d'en parler avec Clémence Oudiakova sur Toxin, et ce sera très bien. Ça va être apaisé, ça va être chouette, ça va être intéressant, et c'est juste ça. Donc évidemment que j'ai accepté l'invitation, évidemment, parce que je le dis dans ma vidéo, c'est pour créer du débat. Donc si je n'accepte pas l'invitation, c'est ridicule. Donc évidemment que je vais y aller, évidemment, avec grand plaisir. D'ailleurs, tout ce que je vais dire chez Toxin, je vais vous le dire aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie d'entretenir une sorte de buzz avec le clash à venir de je sais pas quoi. Non. Les gars, on n'est pas dans un truc de rap, on n'est pas dans... tranquille, il n'y a pas de bagarre, c'est pas le Seigneur des Anneaux là. On va y aller, on va débattre tout à fait tranquillement, et ça va discuter. On s'est écrit avec Didier Maisto, je lui ai proposé de faire un débat public pour qu'on puisse discuter. C'est même pas s'expliquer en vérité, c'est discuter. Il m'a dit qu'il devait revenir vers moi pour me donner une date, et apparemment, à croire ses tweets, il veut plus parler de l'affaire. Bon, on verra. En tout cas, la porte est grande ouverte, avec grand plaisir. Il veut, c'est très bien, il veut pas, c'est très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, on va décortiquer toute cette affaire, les amis. Je vais vous proposer mon son de cloche, qui est celui que je proposerai sur Toxin, parce que je veux absolument pas créer de suspense, de mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a absolument rien de grave, il n'y a pas de raison. Et là, on parle, si vous voulez, de désaccord dans un microcosme qui est celui des milieux alternatifs. Moi, je veux simplement défendre mon travail, être en ligne avec la vidéo initiale, qui est la mienne concernant la porosité mainstream alternatif, remettre les choses en place, et c'est tout. Et créer du débat, et discuter, et machin. Le contexte, pour vous le rappeler, donc cette vidéo que j'ai publiée, alors je vais vous la montrer, c'est celle-ci, que j'ai là, il y a 3 jours, hein. Le temps file. Donc très exactement le 19 septembre 2025, cette vidéo 2027, la disparition des médias alternatifs. Dans la séquence que je vous propose aujourd'hui, les amis, je pars du principe que vous avez vu cette vidéo. Parce que je vais pas tout réexpliquer, et puis je veux même pas me justifier. Entre guillemets, j'ai pas à me justifier. Ceux qui ont vu ma vidéo savent que malheureusement le résumé qui en a été fait par Clémence Oudiakova est inexact, mais ça peut arriver, c'est pas grave, et que les reproches de Didier Maisto lui appartiennent, mais que je n'ai jamais reproché, je n'ai jamais accusé déjà, n'étant pas juge, je n'ai accusé personne d'aller sur les médias mainstream. Je lève le point de dire il faut être vigilant par rapport à tout ça, parce que cette porosité sera à terme profitable au mainstream. Chacun fait ce qu'il veut, n'importe quelle voie alternative fait absolument ce qu'elle veut. S'ils veulent aller sur les mainstream, c'est leur problème. Moi, ça m'emmerde. Je vais expliquer les raisons. Je trouve ça un petit peu embêtant, parce que je trouve que c'est à l'avantage des mainstream qui se refont une éthique de cette manière-là. Maintenant, j'ai pas accusé quiconque, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'aller évidemment sur le plateau de Morandini. Là, c'est de se rendre sur le plateau d'un homme condamné en appel pour corruption de mineurs. Alors, il se pourvoit en cassation, peut-être que la condamnation sera levée, il faut toujours être prudent là-dessus, mais oui, ça m'emmerde. Je n'accuse personne, parce que d'ailleurs les victimes de Morandini l'ont très bien fait elles-mêmes. Je n'accuse personne, je ne suis pas juge, mais j'ai le droit de dire que ça m'embête. J'ai le droit de le dire. Donc, le point central qui a été étudié par Toxin, c'était celui-là. Donc, comme je dis, les amis, je pars du principe que vous avez vu la vidéo en question et que vous savez quels sont les tenants et les aboutissants de ma vidéo, quel était mon propos et quelles étaient mes intentions. Donc, on va faire du react. On va écouter ce qui a été dit chez Toxin par Clémence et Didier. Je le redis et j'insisterai lourdement là-dessus, sans aucune animosité. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de resserrage de buzz, de je sais pas quoi. Je veux juste, pour moi, ce qui me semble important, c'est de défendre mon travail. Je suis détendu, je suis content de ce qui se passe, parce qu'au fond, ça crée le débat que je voulais créer. C'est bien, au moins ça nous pousse à être vigilants. Par contre, il y a une petite limite, voilà, qui me plaît pas forcément. C'est pour ça qu'en toute délicatesse, je vais intervenir sur ça. Ça me plaît pas que on caricature mon travail et qu'on m'attribue des choses qui ne sont pas le cas, en l'occurrence des procès en fascisme. C'est pas grave. C'est juste que ça aussi, pour moi, c'est un rappel de la vigilance que nous devons avoir, c'est que ces méthodes-là
peuvent être perçues comme celles des mainstream, pour ne pas dire des fact-checkers. Donc il faut être prudent, il faut qu'on soit vigilant aussi dans la manière qu'on a de s'opposer les uns aux autres. On peut ne pas être d'accord sans s'invectiver de nazis ou je ne sais quoi, ou fascistes ou je sais pas quoi. On peut éviter, c'est possible. C'est sur ce seul point que je veux remettre un peu les choses à leur place et de dire que ces colibés me sont dus au départ avec un résumé de ma vidéo qui est inexact, qui est trompeur. Donc, je veux juste remettre ça en place. On va écouter la séquence de Toxin, on va faire le react tous ensemble. Comme ça, point par point, je pourrais décortiquer tout ça. J'en ferai une version un peu plus resserrée jeudi matin chez Toxin avec Clément Soudiakova. Donc, on y va. Je crois que ça commence à peu près par là. Alors, je dis... Et vous... Parce que ça m'intéresse pas. Voilà, ça commence à peu près par rapport à la vérité, qui pour nous est factuelle, et on décrit le monde tel qu'il est. Et non pas, c'est quand même assez prodigieux, comme l'a dit la patronne de Radio France ou de France Télévisions, on décrit le monde, non pas tel qu'il est, mais tel qu'on voudrait qu'il soit. Oui. Non mais c'est lunaire, je veux dire, avec des trucs comme ça, on est vraiment, c'est Orwell assumé, le talent en moins. Et donc, effectivement, je ne vais pas citer de nom parce que ça ne m'intéresse pas et que je ne veux pas faire trop de publicité. Bon, enfin, beaucoup ont compris. Déjà, sur le chat, je vois, est-ce qu'on le dit ou pas, je ne sais pas, mais beaucoup voilà. savent. Donc déjà, j'étais heureux de savoir que j'étais Voldemort. Parce que faut le faire à la rigolade. Je vais être un peu taquin aussi dans le respect, comme je vous l'ai dit, les amis, dans le débat, la disputatio, comme on dit. Mais le début de la séquence, je me suis dit, putain, je savais pas, je suis Voldemort en fait. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. J'ai dit, putain, ça commence bien. J'étais dans la bagnole retour de la Clusaz, je dis merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. À qui vous allez faire référence? Non, mais si vous voulez le dire, dites-le, hein. Mais bon, donc il s'agit de Rémi de Juste Milieu qui a fait une émission. Merde, alors, le mange-mort. Il a fait une intervention dans laquelle il critique les médias tels que le nôtre, Toxin, mais il vous vise directement, Didier Maisto, en disant voilà, ces médias dits alternatifs, donc qui se disent de résistance, mais qui vont sur les grands plateaux. Et là, ils font référence à vous, Didier Maisto. Moi j'ai arrêté d'aller sur CNews, mais on va répondre à tout ça et expliquer pourquoi. Et vous critiquent en disant ben voilà, vous finalement vous n'êtes que de l'opposition contrôlée, vous ne servez à rien, vous n'êtes pas un vrai alternatif, parce que le vrai alternatif ne devrait même pas ouvrir la porte. Bon, je résume, mais à ce... Contrôlé, ça fait rire. Voilà, donc là, bon, première petite coupure dans votre programme. Le résumé de Clément Soudiakova est inexact. Et c'est pas grave, et je lui dirai jeudi. Mais par contre, soyons clairs, je veux dire, et là encore, c'est une question de fait. Factuellement, si un fact-checker résume l'une de nos vidéos, que ce soit Toxin, Maisto, Aberkan ou je ne sais qui, on monte au créneau. Et on juge pas ça normal. Un résumé comme ça hâtif de cette manière-là, sur quelque chose que non seulement je n'ai pas dit, et j'ai même précisé dans la vidéo que c'était crétin de dire ça. Concernant l'opposition contrôlée, j'ai donné trois exemples qui parlent de ça, notamment un livre de Noam Chomsky. J'ai donné un exemple de l'opération COINTELPRO menée par la CIA dans les années 70, si je dis pas de conneries, pour infiltrer les mouvements... des droits civiques aux États-Unis, les infiltrer, identifier les opposants pour mieux les isoler. J'ai précisément dit dans ma vidéo que l'opposition contrôlée, c'était ça. Et qu'il fallait faire attention au piège contemporain qui était de dire, pour invalider le discours de quelqu'un qui nous plaît pas, on dit opposition contrôlée. Donc, ce qui m'enquiquine, c'est que non seulement le résumé est hâtif, mais ça, à la limite, bon, ça va, la vidéo fait 1h12, j'entends bien qu'on va pas la résumer en 15 secondes de manière exacte, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça dénature le propos. Que le résumé soit imprécis, d'accord, mais que là, il en vienne à me faire dire ce que je n'ai jamais dit, et j'ai même dit l'inverse, ça m'embête un petit peu. Donc je veux juste rappeler ça, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il suffit de regarder les commentaires de la vidéo de Toxin pour voir que plein de gens sont allés regarder ma vidéo et sont revenus en disant « bah non, c'est pas vraiment ça ». Donc voilà, je me cache derrière les commentaires de ces gens-là qui ont vu que c'était pas le cas. Ensuite, la réaction de Didier Maisto. Le truc contrôlé par qui? De toute façon, vous savez, j'en ai discuté avec Béatrice Rosen, finalement, les gens qui trouvent toujours quelque chose à dire et qui parlent sans arrêt d'opposition contrôlée, c'est eux qui exercent un contrôle, et c'est eux qui sont dans l'opposition contrôlée. De quoi s'agit-il? Voilà, donc on va décortiquer les arguments, les amis, élément par élément, parce que j'estime que c'est mon droit, non pas seulement de me défendre, mais de remettre les faits à leur place et d'analyser le discours de chacun attentivement. Bon, l'argument de l'opposition contrôlée, c'est celui qui dit qui est.
J'ai trouvé ça peut-être un poil léger. D'ailleurs, il faut rappeler que ce qui m'a encore plus étonné dans cette séquence, et comme dit, j'insiste là-dessus, c'est pas du tout une victimisation. Je trouve ça très bien. C'est très bien que Didier Maisto réagit, il n'y a aucun problème. Et c'est le jeu. Et on veut être des médias, on veut être exposé, il n'y a pas de problème. C'est le jeu. Ce qui est important à rappeler, c'est qu'on s'est eu au téléphone. Donc j'ai sorti ma vidéo, que je dise pas de conneries, je l'ai eu au téléphone, enfin, je peux vous dire très exactement. Je sais plus, c'était quand. Attendez, je vérifie pour pas vous dire de conneries dans la chronologie. Le jeudi 18 septembre, on s'est eu au téléphone parce que j'avais fait plusieurs tweets pour pointer du doigt sa présence chez Morandini. C'est un truc qui m'emmerde. Je l'aurais fait chez n'importe quelle autre personnalité de première importance. Là, on est dans les médias alternatifs. Pour moi, c'est le même problème. Il y a une question de vigilance, il y a une question d'exemplarité presque. Donc ça m'emmerde. Et je reviendrai sur les raisons de ça un petit peu plus tard. Donc, on s'est appelé le jeudi à 13h48, très exactement. Et à ce moment-là, avec Didier Maisto au téléphone, on a discuté de ça. Et je lui ai dit ce que j'ai dit dans les Justes Bistrots plusieurs fois, de dire, le problème n'est pas que tu ailles sur CNews. Ça m'embête parce que je considère que c'est une forme de... Ça redore le blason des médias mainstream qui vont instrumentaliser la parole alternative pour jouer à l'alternatif. Je vous renvoie vers ma vidéo. Donc là-dessus, c'est tout ce que j'ai développé pendant 1h15. J'ai le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est d'aller chez Morandini, où là, tu vas chez un délinquant en connaissance de cause. Et sachant que Didier Maisto a été dans les premiers à défendre, par exemple, le travail de Carl Zero concernant son documentaire 1/5. Moi, ça m'emmerde de voir quelqu'un qui lutte contre la pédocriminalité aller chez Morandini. C'est mon droit, à la fois en tant que média alternatif que spectateur. C'est un manque de cohérence et j'ai le droit de le rappeler. C'est pas parce qu'on est censé être ensemble, dans le même camp, que je n'ai pas le droit de le rappeler. C'était juste ça. Et on a eu un échange tout à fait courtois, tout à fait sympathique, et on s'est quitté de cet échange en disant, bon bah voilà, c'est super, on a discuté, on n'est pas d'accord, mais on a échangé. Et dans la foulée, d'ailleurs, je vous invite à regarder sur Twitter, Didier Maisto fait un tweet en disant « On s'est eu au téléphone, tout va bien ». Donc la sortie, je vous avoue, sur Talkstar, c'était un peu le coup dans la nuque de « Attends, je comprends pas, on s'est eu au téléphone, ça roule ». Bon, bah finalement, non. En réalité, moi j'aimais bien en plus Rémi, j'ai toujours fait sa promo, mis en avant ses sketchs, ses trucs. Mais nous aussi. Je trouve qu'il faisait un travail assez intéressant. Et donc, il est venu me titiller une fois, deux fois, trois fois de façon lourde, insistante. Et alors, vous allez encore sur CNews, et alors Morandini. Parce que le grand truc, quand on ne dit pas CNews, on dit Morandini. Alors, je dis, écoute, plutôt que de s'invectiver comme ça publiquement, appelle-moi, quoi. Je veux dire, je t'explique. Il m'a appelé, je lui ai expliqué. Bon, il n'en a pas trop démordu. Il dit, non, mais je sais pas la question que je te pose. Est-ce que tu te rends compte Je dis, attends, c'est pas Fourniret non plus. Il est à l'antenne. C'est pas moi. Je vais pas prendre la charge mentale des tweetos, la ligne éditoriale de la chaîne. Tel animateur a fait ci, tel animateur a fait ça. Par pollution, par capillarité, je devrais tout intégrer, etc. Bon, après, on sait exactement où on va et pourquoi on le fait. Pour mon cas personnel, j'avais décidé, comme vous, d'ailleurs, comme un certain nombre, de ne plus aller dans les médias mainstream parce que j'étais saturé. J'y allais pas beaucoup déjà, mais j'étais saturé et je ne pouvais pas vraiment m'exprimer. C'est la foire d'empoigne. Tout le monde parle en même temps. Je me disais, finalement, les personnes qui suivent ces débats, ils voient un type qui se bat contre 4 autres ou 5 en face de lui. Tout le monde hurle, tout le monde vocifère. Qu'est-ce qu'il en reste au bout d'une heure d'émission? Pas grand-chose, voire rien du tout. Donc j'ai dit pause, j'ai pas dit définitivement, j'avais dit je fais une pause, je vais réfléchir. Je me suis rendu compte que pendant ce temps-là, ça n'a rien changé, hein, et que la nature ayant horreur du vide, la politique de la chaise vide, chère au général de Gaulle, ben, la chaise a été occupée par d'autres, et notamment par des gens, moi je considère pas que j'aime bien l'incorrect par exemple, mais je trouve que Frontières, c'est pas un média. Je veux dire, c'est un parti politique. Bon, et je les trouve un peu caricaturaux. Donc voilà, c'est mon droit de le dire, c'est mon droit de le penser. Je n'empêche pas les gens d'écouter au nom de quoi je le ferai. Mais je dis voilà, ces gens-là ont pris la place, ont occupé tout l'espace. Ça m'amène à la réflexion suivante, parce que vous, on vous a fait aussi, ma chère Clémence... Sur cet argument, pour découper un petit peu tout l'argumentaire, chacun en pense ce qu'il veut. Je vous donne mon avis à moi, un avis purement subjectif qui ne regarde que moi et qui n'a pour but d'influencer personne. Vous pensez ce que vous voulez. Que ce soit Didier Maisto ou autre, l'argument de
j'étais dans les médias mainstream, ça sert à rien parce que les débats, c'est la foire d'empoigne et les gens ne retiennent rien, donc j'ai quitté les médias mainstream. Mais comme il y a d'autres gens qui ont pris la place, je veux y retourner pour prendre la place. Donc c'est-à-dire prendre la place dans quelque chose qui ne sert à rien. Mais quitte à ce que ça serve à rien, autant le faire nous-mêmes. Disons que je suis un peu en délicatesse, les amis, parce que je suis obligé d'être dans une forme de billet de confirmation. Et c'est une position qui est idiote de dire ah, je vous l'avais bien dit, vous avez vu que j'avais raison. Mais c'est juste que ça valide un doute que j'ai exprimé dans ma vidéo, donc la fameuse dont je vous parle. Ça valide un doute que j'avais, qui était de dire mais en fait, ça devient qu'une question de présence. Si ça sert à rien, que sur les mainstream, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. En témoigne la séquence de Christine Kelly sur les vaccins. Tous les sujets sont autorisés, je suis libre, sauf pour les vaccins. Mais dans ce cas-là, pourquoi y aller ? Pourquoi y aller ? Ça sert à rien, les gens n'en retiennent rien. Vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez. Je comprends pas l'intérêt. Et l'argument avancé par Didier Maisto ne me convainc pas plus, très honnêtement. Voilà, sur cet élément-là, bon, ça apporte des réponses, c'est chouette, je suis pas convaincu, mais j'aurais aimé avoir cet échange avec lui, publiquement, parce qu'au moins, voilà, on est dans le débat, on est dans la discussion. Après, il y a ce qui va suivre. Le reproche, Rémi vous a dit, mais vous vous rendez compte, elle est allée sur CNews faire la promo de Toxin qui allait se lancer. Et alors ? Je veux dire, on doit se fermer toutes les portes. On va se parer de probité de lin blanc, comme disait Hugo. On va se draper dans notre vertu et on va parler qu'au pur, tout seul, devant notre écran. Que non, quand on peut occuper des espaces, sachant les limites de l'exercice, quand on peut faire entendre une parole souverainiste, quand on peut parler de la France au-delà des clivages, au-delà des partis. Ce qu'on fait tous, ce que fait Alexandre Jardin, les gueux, etc. Donc, on devrait parler contre nous. Eh ben, c'est vraiment le syndrome, vraiment, du coup, d'un certain totalitarisme, d'un certain fascisme. On ne se mélange pas. On est tellement la race pure. Regardez, on est tous les mêmes et on ne va pas dans la fosse aux lions. On reste entre nous parce qu'on est pur. Mais ça, c'est grave, hein, je dois dire. Alors. Voilà, alors. Là, on arrive au point un petit peu saillant. C'est que je veux bien tous les désaccords et tout, machin, il n'y a aucun problème. Bon, là, le procès en fascisme, je dois vous avouer, bon, j'étais un peu en délicatesse. Je me suis dit, bon, la dernière fois qu'on m'a fait un procès en extrême droite, c'est Julien Pain. Alors, loin de moi l'idée de comparer Didier Maisto à Julien Pain. Faut pas déconner, comme je vous l'ai dit. Je considère avoir le droit de répondre sans mettre de l'huile sur le feu. Donc soyons sereins, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que on doit aussi être honnête. Quand des gens, des médias mainstream nous font ce genre de procès, on en rigole, parce que c'est devenu caricatural. Quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, c'est un fasciste. C'est ridicule, on le sait très bien. Là, je vous avoue, cette attaque, elle m'a un peu emmerdé. Je montre tout le contexte, parce que là aussi, faut être transparent. J'ai reçu un message de Didier Maisto après avoir fait un post Twitter reprenant cette séquence en disant que je savais pas trop d'où ça sortait. Et Didier Maisto m'a écrit il me dit tu devrais mieux écouter ce que je dis avant de tweeter. Tout ce que je dis est pas seulement un morceau isolé. Donc, voilà, au moins vous avez tout le morceau. Bon, ça m'embête un petit peu. On peut me reprocher plein de choses. Juste milieu, t'es en Suisse. Juste milieu, tu gagnes du pognon. Juste milieu, tu fais du spectacle, t'es un clown. Je veux bien prendre tout ce que vous voulez, avec grand plaisir. Vraiment. Et il n'y a pas de souci. Et je peux comprendre que ce que j'ai dit dans ma vidéo, ça ne plaise pas. Je peux comprendre que ce soit vexant. Je peux comprendre tout ce qu'on veut. Mais bon, le truc en fasciste, tu dis quand même, quoi. Au moins, il faut un peu d'inventivité. Je veux bien être le méchant, je veux bien que ça plaise pas, mais bon, fasciste, la flemme, quoi. La flemme. Et je ne peux pas ne rien dire non plus. Parce qu'il en va de ma crédibilité, il en va de mon travail, et parce que, pour être très clair, ça m'emmerde. Quand Julien Pain m'avait qualifié d'extrême droite, j'ai fait une vidéo en réponse derrière, parce que ça m'emmerde. Et que, faut pas oublier que c'est diffamatoire. Faut pas oublier ça non plus. On est entre nous, il n'y a pas de problème, on est censé être copains. Idriss Aberkane fut un temps me parler de confraternité. La confraternité qui pousse au silence, ça s'appelle la complicité. Donc, on est des médias alternatifs, on est ensemble. Je continue d'apprécier le travail de Didier Maisto, le travail de Toxin, de qui vous voulez. Mais par contre, j'ai le droit de dire que ça m'emmerde. J'ai le droit. J'ai le droit de le dire, j'ai le droit de rappeler que c'est diffamatoire, et j'ai le droit de rappeler que ça me semble injuste. Donc,
voilà, c'est juste qu'à un moment donné, ce que je vous dis là, c'est pas du clash, c'est pas du buzz, c'est pas du tout ça, on s'en fout. Je vous l'ai dit, c'est un truc apaisé. Mais on a le droit de se dire les choses. Une famille fonctionnelle, c'est une famille où on se dit les choses. Ou oui, ça casse les couilles. Parce que c'est vrai que l'ambiance après le poulet rôti du dimanche, elle est moins bonne. Mais au moins, tout le monde sort de là dans la bagnole, tout le monde ravale sa colère, et après, on est impeccable. Après, ça roule. Bon, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ce que je ferai gentiment chez Toxin, jeudi matin. Il y a pas d'animosité, il n'y a pas d'huile sur le feu. J'ai juste le droit de dire ce que je pense. On qualifie mon travail et ma démarche de fasciste. J'ai le droit de dire que ça me plaît pas. On est d'accord. Donc, c'est juste ça que je veux rappeler. On continue sur la séquence. La question est la suivante. Est-ce qu'il faut continuer à aller dans les médias mainstream quand on est médias alternatifs? Alors j'allais dire, ça dépend. Si on est tout le temps sur les plateaux télé et qu'on devient un animateur en vogue, on n'est plus du tout alternatif et on vient servir un discours. Si on y va, il me semble, de temps en temps, pour faire entendre une voix différente, apporter sur les plateaux des sujets qui ne sont pas traités, pareil, qui sont jamais traités en fait. Hein. Les ZFE, l'Union européenne, la corruption de Van der Leyen, les vaccins, toutes ces questions-là ne sont jamais traitées par les médias mainstream. Si nous, on n'y va pas porter le fer, porter la contradiction, qui le fera? Donc voilà, moi j'ai décidé de le faire. Sur cet argument-là, je suis toujours en désaccord factuel, pour le coup, en désaccord factuel. Je pars du principe que après, on va dire l'aveu de Christine Kelly sur le fait de ne pas avoir pu parler des vaccins, ce que dit Didier Maisto, pour être purement factuel, ce que dit Didier Maisto est faux. Christine Kelly elle-même a reconnu que les vaccins, c'était pas un sujet possible. Donc dire il faut des paroles alternatives pour mettre en avant les sujets que les médias mainstream ne veulent pas évoquer, ça n'est pas vrai. Regardez la grille de sujets de l'émission de Morandini, ce que j'ai fait quand Didier Maisto était invité, je suis désolé, j'ai pas vu de sujet alternatif. Je suis désolé. Donc, et à la limite, la parole, si on veut parler de souverainisme, dans ce cas-là, on va retrouver des gens comme Philippe de Villiers récemment ou Florian Philippot qui viennent dans les médias mainstream porter cette parole. Ça, c'est juste. D'ailleurs, c'est un point de correction que je veux apporter à ma vidéo. J'ai vu plusieurs commentaires en ce sens et ça fait plaisir. J'ai regardé vraiment tous les commentaires qui disaient il y a une nuance entre médias alternatifs sur les mainstream et politiciens alternatifs qui, eux, ne sont pas des médias et qui ont encore plus besoin, on va dire, de faire entendre leur message à des fins électorales. Et je suis d'accord, j'ai manqué de nuances là-dessus. Merci à tous ceux qui ont pointé du doigt la chose. Et merci à Pimous Cassi pour le subprime, 32e mois. On continue. Je ne sais pas, d'abord ça me regarde, j'en informe tout le monde. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai, parce que c'est une arène, c'est difficile, on est en terrain hostile. On n'est pas forcément les bienvenus sur ces chaînes. On nous accuse d'être soit des islamo-gauchistes, soit des droitards, en tout cas des révolutionnaires qui veulent mettre à bas le système. Voilà, là encore, je prends point par point. Je veux être factuel dans mon analyse, les amis. Quand Didier Maisto nous dit que c'est pas facile d'aller sur les mainstream parce qu'on est traité d'islamo-gauchiste, même quand on n'y va pas, on est traité de fasciste. Donc comme quoi, c'est pas facile d'être partout, visiblement, sur ce point-là. Et on n'est pas, d'abord, on le fait gratuitement, on n'est pas rémunéré. Moi, ça me coûte de l'argent, parce que je viens de Normandie, je fais l'aller-retour toute la journée. Je n'ai jamais touché un centime, écoutez-moi bien, je n'ai jamais touché un centime d'une chaîne de télévision française, qu'elle soit d'info ou pas. On m'a même jamais remboursé mes frais. Je dis ça par rapport à Madame Hidalgo, par exemple. Moi, j'ai pas 20 000 € d'enveloppe et mes costumes, je me les paye. Donc, voilà. Donc, les donneurs de leçons, il n'y en a pas beaucoup. J'ai regardé dans notre communauté, je pense que c'est pareil pour vous, c'est 0,1%, quoi. Voilà, donc donneur de leçons, t'as vu, je suis tout seul. Je suis 0,1%. C'est pas mal déjà. Ma balance, elle m'annonce pas ça, je te le dis. Donc tu vois, je suis isolé. Je suis 0,1%. En fait, je suis rien. Voilà, et c'est bien. C'est très très bien comme ça, effectivement. Mais ils sont un peu lourdeaux. Quant à mes prises de position, tout le monde sait le travail que j'ai fait et que je continue à faire sur la pédocriminalité. J'ai donné souvent la parole à mon ami Carl Zéro, on a fait des émissions ensemble, des lives ensemble. On a essayé d'éveiller le public sur le sujet. Je veux dire, bon voilà, après ce qu'a fait Jean-Marc Morandini, il a été jugé. C'est pas des petits enfants non plus.
c'est pas des viols, voilà. Bon, il a Oui, été je suis pas sûr qu'il faille rentrer dans le dossier Morandini. Non, mais non Bon, plus. surtout la Mais ce que justice je se veux dire ferme. par là, Ouais. parce que, vous voyez, à un moment, c'est la salissure par capillarité, le mimétisme par homochromie et par la forme. Et donc, c'est insupportable. On balance des mots comme ça, on dit pédocriminel. Mais bientôt, on va vous dire que vous êtes... Parce que vous allez 1 heure sur CNews, une fois tous les 15 jours, on va vous dire que vous êtes du trou et que vous facilitez la pédocriminalité. Mais qu'est-ce que c'est? Cette société qui veut laver plus blanc que blanc tout le temps, qui balaye jamais devant sa porte et qui incrimine les autres par association. Tu connais un tel qui est voleur, donc tu es un voleur. Le voisin de ta cousine est violeur, donc tu es un violeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, là, je suis désolé, c'est le deuxième point saillant de la vidéo. Là encore, je vous le dis, en toute détente, en tout humanisme, parce que voilà, on écoute 3 cafés gourmands, donc on est humaniste. Bon, là, faut pas non plus déconner. À un moment donné, je veux bien qu'on me chie dans les bottes, je suis fasciste, donc ça tombe bien, j'ai des bottes, mais non, là, faut pas déconner. Au-delà de toute la sympathie que je peux avoir pour Didier Maisto, à un moment donné, ce genre de déclaration, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux, parce que, là encore, c'est une torsion de mes propos, une torsion de mon travail, et en plus, je trouve l'argument mauvais, pour ne pas dire autre chose. Voilà, je vais faire attention à mes termes. Je trouve l'argument mauvais. Il n'y a aucune ce qu'il dit là, le déshonneur par association, ça n'est absolument pas ce que j'ai fait. Je l'ai expliqué. Je pars du principe que vous avez écouté ma vidéo. Mais à un moment donné, cet argument de ça va, Morandini, il n'a pas violé des petits gamins, ça s'arrête où l'argument? Parce que dans ce cas-là, ça marche pour Brigitte Macron. C'était pas un petit gamin non plus. Donc dans ce cas-là, on a une sorte de vigilance subjective, sélective. C'est-à-dire qu'il y a la bonne pédocriminalité qui t'invite sur les réseaux et il y a la mauvaise. Non, j'avoue que non. Non. Dans ce cas-là, tu vois, Jack Lang, il a où le problème? Il a jamais été condamné, Jack Lang, à l'inverse de Morandini. Donc en fait, Jack Lang, c'est super. Puis dire qu'il y a un problème en allant sur un plateau en compagnie de Jack Lang, c'est du déshonneur par association, non, ça s'arrête où en fait tout ça? Donc non, sur cet argument, je suis désolé, je suis obligé de m'inscrire en faux parce que je trouve ça assez scandaleux en vérité, mais bon, ne maximisons pas les choses. Pour autant, ce que dit Didier Maisto, ce qui m'embête, c'est qu'au téléphone, on en a parlé et je lui ai expliqué mon point de vue là-dessus, non pas que j'avais raison, mais mon point de vue là-dessus, est que le problème n'est pas d'être dans le déshonneur par association. Ce qui me pose problème, pour être très clair sur ce point-là, c'est que c'est une sorte de presque de, comment dire, bon, c'est pas grave, j'ai plus le terme, mais un syllogisme, pardon, c'est une sorte de syllogisme. Petit 1, la parole alternative doit aller dans les espaces mainstream qui lui tendent un micro. Petit 2, l'un des seuls espaces mainstream qui tendent un micro, c'est Morandini. Petit 3, la parole alternative normalise Morandini. C'est ça qui me pose problème. C'est que je pense qu'il y a un engagement de la parole alternative quand quelqu'un y va, d'un camp à peu près identifié. Et moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça contribue à normaliser Morandini. C'est-à-dire, bon, alors ok, il a fait tout ça, mais c'était pas des petits gosses, donc ça va. Et du coup, on y va, parce qu'en plus, il est sympa, il nous ouvre le micro. Mais c'est précisément ça, le piège. La grosse crainte que j'ai exprimée dans ma vidéo d'1h15, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Donc, je vous avoue, et c'est ce que je dirais à Clémence Soudiakova jeudi, en toute sympathie, parce qu'au fond, faut être factuel et pas mettre de l'huile sur le feu. Mais ce que je veux dire à Clémence Soudiakova, c'est que c'est quand même curieux de m'avoir donné raison en cherchant à me donner tort. C'est-à-dire que j'ai peur de ça, de cette infiltration des mainstream qui se redonne une éthique en faisant venir la parole alternative, en disant, vous voyez, nous on dit des trucs qui dérangent. Donc Morandini, c'est exactement ça. Il est en train de se normaliser parce qu'on voit en lui quelqu'un qui ouvre le micro. Je suis désolé, sa place est en prison à ce monsieur. Et peut-être ira-t-il bientôt d'ailleurs, au moment de la décision en cassation. Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe qui est curieux, c'est que
peut-être que dans ma vidéo, il y a plein de points de désaccord, il n'y a aucun souci. Et de toute façon, c'est pas des conclusions que je donne, ça ne sont pas des accusations fermes et définitives. Ce que je donne, c'est un ressenti, ce sont des craintes par rapport à ce qui se passe en vue de 2027. Et dans la même vidéo, dire que je dis de la merde et expliquer qu'en fait Morandini ça va parce qu'il n'a pas violé des gosses, d'accord, mais bon... c'est quand même compliqué, quoi. Donc, c'est ça qui m'emmerde. Et là, je dois reconnaître que cette argumentation-là, c'est pas parce que c'est quelqu'un de mon équipe que je dois rien dire. Comme je vous l'ai dit, la confraternité, je n'y crois pas parce que c'est le meilleur moyen d'aller vers l'omerta et la complicité. Donc, j'ai le droit d'apprécier le travail des gens, j'ai le droit de dire ce que je dis. C'est pas plus compliqué que ça. On continue encore quelques minutes. Mais à un moment, ça suffit. Donc, il faut tenir bon. Il faut regarder qui dit quoi et où il le dit. Et là, je vais faire un peu ma propre promotion parce que personne ne l'a fait. Où que j'aille, vous le savez, Clémence, je tiens exactement les mêmes propos. Que ce soit dans des médias plutôt étiquetés à gauche, plutôt étiquetés à droite, des médias alternatifs ou des médias officiels ou mainstream, je dis toujours la même chose. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas une girouette. Je ne change pas de discours en fonction de mon auditoire. Et tout le monde, je ne suis pas un exemple, mais je pense que tout le monde devrait procéder ainsi, ou en tout cas, à tout le moins, ça devrait être le signe de reconnaissance des gens qui nous suivent, qui disent « mais lui, il ne varie pas ». Parce que c'est facile de se faire acclamer, hein, devant un petit parti politique. Vous avez, comme a fait M. Attal, des jeunes qui agitent des faux drapeaux, là, en acrylique, et qui disent « Ah, Attal, président !» Et là, vous serez toujours acclamé. Mais il faut aller aussi dans des réunions hostiles, face à des publics hostiles qui ne sont pas d'accord avec vous. Il faut convaincre. Parce que si vous vous drapez, par exemple, dans l'idée LFI, hein, moi je suis LFI, tout ce qui n'est pas LFI, dehors, ben vous allez faire quoi? 12%, 14%, 15%? Est-ce que vous allez, dans ce système, pouvoir faire entendre votre voix et gagner un jour le pouvoir? Donc moi, je dis à tout le monde, n'ayez pas peur d'aller sur l'autre rive, n'ayez pas peur surtout de parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est ça la démocratie, c'est comme ça que vous réussirez peut-être à convaincre des gens qui vous sont hostiles. Ben sinon, vous restez chez vous, vous vous regardez, vous vous filmez, vous faites ça avec l'IA, il y a beaucoup de gens qui le font, et vous devenez influenceur. Et vous allez sur une radio ou une télé, vous faites 4 vues, et vous dites « Je suis le plus beau, je suis la plus belle, regardez, je vous vends cette belle souris. » Si vous... ben moi, c'est pas notre métier. Hein. C'est pas notre métier, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de se battre pour la vérité, et il n'y a qu'une vérité qui vaut, c'est celle des faits. Et quant aux opinions, nous n'avons pas la science infuse, nous confrontons les points de vue, parce que nous avons la conviction que dans cette dialectique chère à Hegel, on sortira quelque chose de plus intéressant qu'au début de l'émission, parce qu'on aura confronté nos points de vue, nous citer, et que on est plus intelligent à plusieurs, parce que c'est comme ça que doit fonctionner une démocratie. Et c'est comme ça, dans le pays des Lumières, qu'a fonctionné la France pendant au moins 2 siècles. Didier Maistre, merci pour ce retour. Certains disaient, mais c'est qui Rémi? Je rappelle, on parle de Rémi Juste Milieu, qui a c'est pas la première fois, je crois qu'il a, à plusieurs reprises, il a un peu visé Tocsin, et vous en particulier, Didier Maistre. Je précise encore une fois que, justement, nous, on aimerait bien l'inviter, Rémi de Juste Milieu. Moi, j'apprécie son travail et j'apprécie la pluralité. Donc, on aimerait beaucoup qu'il vienne ici pour qu'on en parle en direct. On est là pour débattre. Tout à l'heure, regardez, on a parlé, justement, il faut se poser des questions. Il y a des choses qui changent, on l'a dit. We are the media now, on l'a dit tout à l'heure. Les propos d'Elon Musk sont en train de se révéler. Réalité, en France même, avec ce qui se passe autour de l'affaire Cohen-Legrand, qui est en train d'avoir une onde de choc pas possible. Il faut se poser les bonnes questions. Quelles sont les méthodes? Qui seront les journalistes de demain? Comment travailler? Les alternatives du vendredi. Oui, allez-y. Quand j'ai appelé Rémi, il m'a dit ce qu'il avait à me dire, etc. Je lui, et je le dis publiquement parce que j'ai pas de double discours. Je lui dis, tu sais, moi-même, je suis pas convaincu par ce que je fais. C'est métastable. J'ai penché d'abord d'un côté, aujourd'hui de l'autre. J'ai pas la bonne solution. Est-ce que j'ai raison? Je n'en sais rien. J'ai choisi une option d'aller de temps en temps sur les médias mainstream, me commettre, hein, comme tu dis, ok. Je sais que tout n'est pas rose. Je sais que nous-mêmes, les médias alternatifs, nous avons des travers, que parfois
nous reproduisons ce que nous reprochons aux autres. On n'est pas parfait. On n'est pas des moralistes, on n'est pas des philosophes. On essaie de bien faire notre travail. Et justement, ce genre de débat, vous l'avez pas sur les mainstream. Jamais. Hein. Donc, on fait du méta-travail. On interroge notre propre travail et on demande notre avis aux gens, puisqu'on est des adeptes de la démocratie participative. Donc moi, je suis prêt à débattre. Je lui en veux pas. Je trouve ça un peu triste d'essentialiser, de globaliser et de mettre tout le monde dans le même panier. Ça marche pas comme ça. Allez. Les choses sont plus subtiles. On rappelle donc faites ce qu'on que lui vous lance cette pouvez. invitation. Voilà, et chacun fait ce qu'il peut à l'endroit où il est, et les vaches sont bien gardées. Et Rémi juste au milieu. Donc nous vous invitons à réagir, une interview, un corps à corps, ce que vous voulez, à la volée, 30 minutes, tout ce que vous voulez, pour qu'on puisse en parler ensemble et débattre justement de ce que doit être le monde journalistique et le monde des médias alternatifs. C'est en effet un vrai problème et un vrai questionnement. Et d'ailleurs, je rappelle que notre invité surprise de 9h30 va revenir sur ce sujet. Voilà. Donc un débat, d'accord, un corps à corps, non, tranquille, c'est pas de la MMA non plus, le bordel. Donc voilà les amis, à la fin, donc cette séquence que je voulais vous diffuser en intégralité pour que tout le monde ait le contexte là-dessus. Bon, cette histoire de corps à corps, j'ai pas compris quelle est l'histoire, tranquille, enfin, c'est pas de la boxe en fait. Donc tout le monde se détend, tout le monde garde son sang-froid. Mais voilà les amis, tout ça pour dire que c'est très chouette, je suis très content de la démarche de Clémence Oudiakova. Comme l'a dit Didier Maisto, il faut débattre, donc je suis évidemment prêt à débattre parce qu'on n'est pas d'accord et il n'y a pas de problème et c'est chouette, donc allons-y, débattons avec plaisir. Je réinsiste pour qu'on le fasse avec Didier Maisto, lui qui défend si bien l'idée du débat. Allons-y, avec grand plaisir. Je lui ai écrit, j'attends une date de sa part pour qu'on puisse discuter avec joie. Et donc voilà les amis, sur l'ensemble de cette séquence, je voulais remettre un petit peu les choses en place, vous donner mon son de cloche là-dessus. Ah d'accord, j'ignorais, il y a Roma83R qui me dit corps à corps c'est le nom d'une chronique de Toxin. Pardon, je l'ignorais. Voilà, donc je savais pas. Merci pour la correction, merci beaucoup, je savais pas. Donc voilà, je comprends mieux le truc de corps à corps, parce que là je commençais à faire des pompes ce matin dans ma chambre, je dis merde, ça a chié les bulles carrées. Je savais pas. Merci les amis pour la précision. Donc avec grand plaisir, et ça va être chouette parce que il n'y a pas de clash, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est juste de pouvoir exposer des idées différentes. Moi, je vous l'ai dit, le seul truc auquel je tiens, qui est un petit peu plus sec peut-être, c'est les qualificatifs qui me sont faits de fasciste et compagnie. Ça m'embête un petit peu. Mais voilà, c'est juste ça. Donc, en résumé sur cette affaire, les amis, qui n'en est pas une, je trouve que c'est à la fois positif, que au fond, moi je suis content parce que avec ma vidéo, je voulais créer du débat, je voulais créer du désaccord, je voulais créer de la discussion, et qu'au fond, ça nous pousse tous à la vigilance. Alors, c'est peut-être un peu cher payé d'être fasciste pour ça, mais c'est pas grave. Et puis ça fait partie du jeu, on va pas se victimiser non plus. Ça fait partie du jeu, mais je suis content parce qu'au moins, j'ose espérer que petit à petit, 2027 va se rapprocher. Je suis plutôt persuadé de ma théorie, on verra, peut-être que le réel me donnera tort et que je vous dirai, je me suis planté. Je suis plutôt persuadé que les mainstream vont tenter de s'approprier petit à petit tout ça, parce qu'on l'a vu avec des plus gros poissons. Pensez à quelqu'un comme Hugo Décrypte, qui est devenu un peu un habitué du service public, par exemple. Donc ça va dans le sens aussi presque de l'époque, c'est-à-dire les médias, même au sens du terme, les médias évoluent, les figures évoluent, et vous voyez dans les médias mainstream, vous voyez sur le service public, des figures liées au monde du streaming, au monde des jeux vidéo, des choses comme ça. Donc ce que je dis, en fait, c'est pas du tout d'une finesse intellectuelle rare, c'est un constat sur ce qui va dans le sens du temps. Et le sens du temps, c'est que nos médias mainstream sont en perte de vitesse et ils ont besoin de nouvelles figures pour se relancer. Et ce discours-là, je sais très bien que des gens comme Clémence Oudiakova, Didier Maisto et bien d'autres, je sais très bien qu'ils l'ont, ce discours. Et qu'on est tous d'accord pour dire que les médias mainstream veulent continuer à manipuler l'opinion. Quel est le nouveau moyen pour eux? C'est de suivre le sens du temps et d'aller chercher des figures suivies dans des sphères qui les échappent. Et je pense que cette théorie sur laquelle nous sommes tous d'accord, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai entendu personne me dire que les mainstream n'avaient aucun intérêt à continuer à manipuler les opinions.
J'ai entendu personne dire que ça c'était faux, donc je trouve ça plutôt intéressant et donc voilà, moi c'est juste assez factuel là-dessus ce que je voulais rappeler. Alors les amis, on y va parce que c'est très important aussi d'avoir vos sons de cloche. Dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos retours, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je prends tous vos commentaires, ça donnera plein d'éléments nouveaux et ensuite on parlera littérature. Après je vous parle d'un essai formidable, vraiment d'actualité, on parle de ça, retour à l'époque de Let It Be, vous allez voir c'est sympa comme tout, enfin j'espère. En tout cas, je me suis régalé. Dans ton milieu, qui nous dit: ce débat fait pitié, on se fait chier dessus par les gouvernants, et là on chipote qui a dit quoi, même si je suis d'accord avec toi. Par ailleurs, je le savais que ton air fryer était un Horcrux. C'est vrai. Non, je prends ton commentaire, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, et que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'union obligatoire au motif de il y a plus grave dans ce monde, c'est le meilleur moyen de nous pousser à fermer les yeux et pas être vigilants. On peut combattre Macron et mettre en évidence les manipulations des médias mainstream. Je pense que ça me semble pas antinomique. Bayer 92, Rémi, là je suis d'accord avec Maisto, vu l'invisibilité des médias comme Juste Milieu, Toxin, etc. Il faut pouvoir se faire connaître pour donner un coup de boost à la chaîne. Bernie 5, tu as absolument raison, les médias alternatifs sont infiltrés par les mainstream. Ils visent à diriger les alternatifs. Feel Good 11, d'ailleurs France TV va retransmettre le GP Explorer sur France 2 et récupère tout. Par envie de partager. Je comprends que tu as besoin de remettre les choses dans le droit chemin. Perso, moi la dédramatisation sur ce que les victimes ont vécu, c'est là le problème, et aussi le silence de Clémence. Sam 6, fidèle au titre de ta chaîne Juste Milieu. Marcel The Rock, le point sur lequel Maisto a raison et qu'il ne faut pas refuser d'aller dans les médias mainstream qui drainent beaucoup d'audience d'audimat. C'est la meilleure façon de faire passer des idées dissidentes. Stratus 13, donc il est en train de dire que factuellement ce qu'a fait Rémi c'est ce qu'il faut faire, car oui, personne n'est parfait et que la véritable coalition qui marche c'est celle qui permet à chacun de critiquer le manquement des autres. Sujet sans intérêt pour moi pour Isatis 40. Kaiser Insos, merci pour le sub d'ailleurs, qui dit: je pense que le départ était essentiel, le débat est la meilleure arme intellectuelle pour les personnes. Chopa 1 Hour, l'erreur de Maisto c'est de croire qu'aller chez les mainstream c'est débattre. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mon Karim CHU Haute-Pierre, salut Rémi, je vois pas où est la polémique, tu as juste donné ton avis, on va bientôt nous l'interdire. Coups 34, en vrai, dis-le que t'as passé un mauvais week-end parce que Toulouse a pris une sacrée fessée par le MHR, c'est possible. Tilusae, désolé, la défense c'est pas des jeunes, c'est des ados, ça passe pas. Dans ton milieu, mais Rémi, la consanguinité n'a jamais été bonne. Ciboulette, difficile de résister à l'appel des sirènes, et c'est peut-être là où il a pêché avec Morandini. Ninkouk, encore une fois, je ne suis pas d'accord pour dire que tu es fasciste, sinon tu m'aurais viré de ton spectacle à la vue de mon voile. Et toi, au moins, tu dis pas à bas le voile comme Retailleau, que certains sont des Français de papier. Isatis 40, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de sujet important. Je suis pas d'accord avec ça, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Marie Ronceret, j'en ai plein le dos de ce sujet. Aller sur les médias mainstream, pourquoi pas, mais aller sur le plateau d'un criminel en pleine connaissance de cause, ce n'est pas acceptable. Je suis plutôt d'accord avec ça. Bartounet, Rémi, on n'arrête pas de te le dire, on est tous d'accord avec toi, ton intégrité me rend fier. Non mais je suis plus, enfin, merci, c'est très gentil les amis, mais je lis tous les messages parce que je sais que certains ne sont pas d'accord et je trouve ça chouette, ça enrichit la réflexion quoi. Sophia Nestre, Rémi, je t'apprécie beaucoup, mais je te vois pas aller débattre avec Maisto qui vient de dédramatiser Morandini. Il ne faut pas faire n'importe quoi au nom du débat. Coupe 34, je suis super content que tu ailles chez ADNM, je les suis depuis très longtemps et vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez une vision de la géopolitique assez identique, je suis assez impatient. Ouais, on galère à trouver une date, mais il y a un des 3 collègues qui sera que je dois rencontrer normalement vendredi à Lausanne. On fait une soirée au Belga, si vous voulez venir ce vendredi à 18h au Belga. Tous les zinzins qui veulent dans le secteur ils viennent. Et normalement, il y a un des 3 amis de ADNM. On galère à trouver une date, mais normalement, ce sera la semaine prochaine, si tout va bien. Mais on va le mettre en place, évidemment. Lord Trinas, tu as tout dit, par contre c'est énorme de dire ce qu'il dit dans le fond et la forme, surtout après votre conversation téléphonique. Par contre arrête de prendre des gants, eux n'en prennent pas, tu as été suffisamment fair play. Donc voilà, merci les amis, c'est chouette, il y a plein d'éléments. Alors juste pour et Baldacat qui dit avec ADNM tu vas prendre un shitstorm, j'annonce, c'est pas grave. C'est pas grave, on a l'habitude. Mais bon, enfin c'est pas pour le plaisir de penser contre le sens du vent, c'est pas ça. Mais ça me fait plaisir, moi. Ça veut dire que parfois peut-être qu'on tape un peu juste, en tout cas que la réflexion a sa place. Chopa 1 Hour qui dit: avez-vous vu la vidéo que Teddy en roue libre a faite? Oui, j'ai vu passer, on vous traite sur vous en traitant de votre sujet plutôt honnête. Oui, je le salue. Sophia Nestre, Idriss Aberkan a-t-il réagi sur ce sujet? Je pense pas encore. Ça manque peut-être de confraternité, donc je sais pas. Et Bartounet qui dit: quand tu passes avec ADNM, j'adore. Ce sera semaine prochaine normalement.
Donc, pour finir là-dessus, les amis, je réponds à un argument qui est là, que j'entends et que je trouve intéressant, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est sur le côté... on peut effectivement aller ensuite... qu'est-ce que je raconte ? On peut aller sur les médias mainstream, parce que c'est là qu'on fait de l'audience, c'est là que machin, c'est là que bidule. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Je dis juste que ça m'emmerde pour les raisons que j'ai expliquées dans la vidéo. Donc cette porosité qui fait que si on entend des voix mainstream sur de l'alternatif et de l'alternative sur le mainstream, à un moment donné, la frontière n'existe plus, sans mauvais jeu de mots. Donc moi, ça m'emmerde presque stratégiquement, parce que ceux qui ont le plus à y gagner là-dedans, ce sont les médias mainstream, qui se refont une beauté à pas cher. Parce que le combat est déséquilibré de base. Vous avez une voix alternative qui dit « je vais aller sur CNews ou BFM ou je ne sais quoi pour gratter 1000, 2000 abonnés. Bon allez, pourquoi pas. Faire 50 000 vues, allez, pourquoi pas. » En face, vous avez un média mainstream qui se dit « ça ne changera pas forcément notre audience, mais on va passer pour la chaîne où on peut tout dire. » C'est la carte que joue CNews actuellement. Donc, même le gain est déséquilibré. Je veux bien entendre cet argument de Didier Maisto qui est de dire au moins on gagne de l'audience. Mais vous vous rendez compte en termes d'image, je ne veux pas parler à sa place. S'il est à l'aise avec ça, tant mieux. Et c'est son problème. Mais tu gagnes quelques abonnés, quelques vues pour faire passer tes messages sur ta chaîne YouTube. Mais en échange, tu vas sur le plateau de Morandini où tu ne peux pas lui dire dans les yeux, lui rappeler les faits. Je trouve que même le gain est déséquilibré. Regardez quelqu'un comme... comment il s'appelle ? Dans un autre registre qui est moins politique, mais Ben Chensigar. Vous savez, c'est un type qui traînait avec Papacito, fut un temps, champion de France de je ne sais pas quelle discipline en soulevé de poids, de je sais pas quoi. Vu mon physique, j'y connais rien dans tout ça. Que plutôt marrant, il faisait les repas du Seigneur, je crois. C'était rigolo. Ou repas de Seigneur. Il a fait avec Jean Lassalle, je crois. Des gens comme ça, c'était rigolo. C'était sympa, ça me fait marrer. Le mec, il est allé chez Hanouna. Il avait eu un débat avec une gonzesse qui défendait des trucs sur le génocide des animaux, je sais pas quoi, c'était une végane, je crois. Il y avait un débat à peine caricatural entre les deux. Bon, bah, il s'est exposé. Il est Baptiste Marchand, voilà, pardon, Baptiste Marchand, je vais le citer évidemment. Baptiste Marchand, il est passé un peu pour le go muscu de service, alors que je trouve qu'il avait des arguments dans ce débat qui étaient intéressants. C'était Solveig Alloin, merci à Anarchy08, Solveig Alloin qui était en face de lui, et Baptiste Marché, Marchand c'est le rugby, Julien Marchand, Baptiste Marché, pardon, excusez-moi, Baptiste Marché, il s'est retrouvé face à Solveig Alloin, et il s'était retrouvé dans un autre débat face à l'idiot qui est allé twerker dans une église, là. Alors les séquences étaient sympas, sur TikTok ça faisait du buzz, mais... vous pouviez regarder l'évolution de sa chaîne, il n'avait pas explosé les compteurs. Donc, en plus, merci à Le Saucisson Masqué pour le subprime, tout nouveau subprime, merci. Je suis même pas certain que l'argument qui est de dire on va gagner de l'audience, on va faire passer notre message, je suis même pas certain que ça marche. Parce que comment ça s'évalue ? Est-ce que c'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt et qu'on essaie de se rassurer ? Mais je suis désolé, ça ne marche pas. Si tant est que ce soit l'objectif, ça ne marche pas. C'est quand même pas pour rien que les médias alternatifs sont nés. Parce que les médias alternatifs sont nés d'une volonté, justement, de faire entendre une parole alternative dans d'autres endroits que ces endroits mainstream où ces paroles-là n'étaient pas entendues. Donc, je ne comprends pas comment on peut renverser l'histoire, en fait, à ce point-là. On a créé les médias alternatifs parce que les mainstream ne laissaient pas la place, et aujourd'hui, on y revient au motif que maintenant, ils laisseraient la place. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, je peine à comprendre ça. Voilà. Je dis pas que c'est faux, je dis que j'arrive pas à y accéder à cette idée. Mais bon, elle est dans le débat, et c'est intéressant. Donc, voilà les amis sur tout ça. Je vous donne rendez-vous de toute façon jeudi matin sur Toxin. Vous allez entendre tout ce que je viens de vous dire là, parce que justement je veux pas créer de suspense, de monter le truc en mayonnaise pour faire du clash, du je sais pas quoi. Il y aura absolument rien de nouveau dans ce que je vais dire jeudi matin. Comme ça c'est clair, tout le monde a ma ligne et c'est très bien comme ça. Pour une fois que même moi je l'ai ma ligne. Donc ce sera très bien comme ça et ce sera tout à fait apaisé. Voilà.
Les copains, on enchaîne parce que je voulais vous parler d'un livre, une lecture qui m'a marqué, lecture récente, une des meilleures de ces dernières années, pour mieux comprendre la disparition de la démocratie avec des citoyens qui applaudissent. Alors, ce livre, les amis, retour à l'ancienne. Pour les anciens qui suivent Juste Milieu, qui me suivaient déjà sur les Tritby à l'époque, retour, vous le savez, à ce que j'aime, les bouquins, et les bouquins qui nous aident à mieux comprendre, j'espère, ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce livre, Le capitalisme de l'apocalypse, de Quinn Slobodian. Alors, petite nouveauté sur Juste Milieu, je vais vous faire une vidéo, vous allez voir, je vais tout vous expliquer, là, tout de suite, on est dans la séquence. Vous avez, je vais vous le donner dans le chat et dans la description de cette vidéo, si vous regardez le replay YouTube, vous avez un lien pour télécharger une fiche de lecture. C'est la nouvelle petite idée, je vais vous parler de plus en plus de lectures qui m'ont plu, les amis, et je vous ai préparé une petite fiche de lecture, vous avez tout le résumé, ça fait 7-8 pages, résumé assez complet du bouquin, comme ça vous pouvez le garder avec vous, et voilà, petite nouveauté, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette, si vous l'avez trouvé bien construite, c'est la première, donc n'hésitez pas qu'on puisse la modifier, l'améliorer. Alors, ce bouquin, on y va plein badin, ce bouquin n'a pas été écrit par l'IA, je sais que certains s'en rappellent sur le Hypnocratie, la précédente vidéo que j'avais faite. Ce livre est sorti le 24 janvier 2025 aux éditions du Seuil. Il a été écrit par Quinn Slobodian, qui est spécialiste de l'histoire du néolibéralisme et professeur d'histoire économique et politique globale à l'université de Boston. Alors, la question centrale du livre, pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, comment la démocratie est devenue l'ennemi du capitalisme et comment le néolibéralisme actuel réussit à grignoter la démocratie avec l'accord des citoyens. Donc, on est dans un sujet central qui se passe autour de nous. Ce livre nous invite, par exemple, à Dubaï, il nous invite en Arabie Saoudite, il nous invite aux États-Unis, dans la Silicon Valley. C'est vraiment un point de vue, une grille de lecture globale sur la configuration, en tout cas la reconfiguration actuelle de notre monde sur le plan géopolitique et surtout sur le plan des idées économiques. Alors, cette nouvelle idéologie, que ici l'auteur appelle le capitalisme de l'apocalypse, je vais vous en donner un peu une définition, pour y voir un petit peu plus clair, parce que peut-être que c'est un peu nébuleux là pour l'instant avec ce que je vous ai dit. Page 15, je vous donne des références pour ceux qui ont déjà lu le livre ou si vous comptez le découvrir, parce que vraiment, un peu à l'image d'Hypnocratie dont je vous parlais il y a quelques semaines, ce livre, je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'il nous permet de voir autrement ce qui se passe autour de nous. Avec plein d'événements, que ce soit aux États-Unis, en France, plein d'événements économiques. Ce livre propose une grille de lecture où on interprète autrement les faits. Je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue, mais j'ai trouvé ça brillant, vraiment brillant. Donc, pour une définition un petit peu pratique, si vous voulez, dans un monde qui est à la fois de plus en plus interconnecté et fragmenté, les partisans de ce type de capitalisme sont à l'affût des signes de mutation du contrat social pour voir dans quelle mesure ils peuvent accélérer les dynamiques de rupture et de sécession et en tirer profit. Autre élément pour cette définition, un partisan radical du libre marché appelle cela la sécession douce. On peut faire sécession en retirant ses enfants des écoles publiques, en convertissant son argent en or ou en crypto-monnaie, en s'installant dans des États où les impôts sont moins élevés, en obtenant un deuxième passeport ou encore en s'expatriant dans un paradis fiscal. Donc, ce principe de sécession douce, il est au centre de ce livre, il est au centre de ce bouquin, qui nous explique comment, par idéologie, des capitaines d'industrie, des milliardaires et des politiciens en premier lieu, font petit à petit sécession avec notre État-nation occidental, démocratique, on va mettre des guillemets, comment aujourd'hui une idéologie se met en place petit à petit pour expliquer que l'État tel que nous le connaissons devient un obstacle au marché, un obstacle à l'évolution du capitalisme. Donc, on continue un petit peu pour vous donner les bases de cette idéologie qui n'est pas récente. On remonte dans les années 80 à la rencontre d'un certain Milton Friedman, économiste de premier plan, que vous connaissez peut-être, qui, dans les années 80, économiste qui a posé les bases du néolibéralisme, entre autres, hein, on pourrait parler aussi, par exemple, de... comment il s'appelle ? La Société du Mont Pèlerin, mais c'est un petit peu plus ancien. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Milton Friedman, donc cet économiste qui est l'un des grands penseurs du néolibéralisme tel que nous le connaissons, dans les années 80, il a fait une série de vidéos pour la chaîne PBS. Ça s'appelait Free to Choose.
Et dans cette vidéo, il expliquait à quel point le néolibéralisme, c'est super. Et je vais vous lire ce qu'il disait en substance dans l'un des épisodes de sa petite série, pour vous aider à mieux comprendre ce qu'il y a dans ce terme de capitalisme de l'apocalypse, comprendre vraiment ce que ça revêt comme importance. Dans ce qu'un journaliste a appelé le monde rêvé de Milton Friedman, la main-d'œuvre est obligée d'aller là où le capital la dirige, pour ce qu'il choisit de payer. Friedman lui-même qualifie Hong Kong d'expérience proche du laboratoire sur ce qui se passe lorsque le gouvernement est limité à sa juste fonction. Les gens savent que lorsqu'ils échouent, c'est eux qui en supportent le coût. Ce premier épisode s'intitule The Power of the Market, le pouvoir du marché, mais son propos porte essentiellement sur les moyens de limiter l'action de l'État. Comment empêcher les gouvernements de développer les programmes d'aide sociale, d'étendre les droits sociaux et de dépenser davantage pour la protection de l'environnement, la santé, l'éducation et les économies d'énergie. Pour Friedman, ce sont des programmes, entre autres, qui sont responsables de la flambée de l'inflation et du chômage qui ont marqué les années 70. Pour lui, l'exemple de Hong Kong représente un espoir après une décennie de programmes ruineux, répondant aux revendications de souveraineté populaire qui s'expriment partout dans le monde. Ici, il n'était pas question pour le gouvernement de materner sa population et les budgets publics n'étaient pas grévés par des politiques laissant les gens libres de divorcer, d'avoir des enfants hors mariage ou de traîner sur les campus universitaires à étudier Herbert Marcuse et Karl Marx. Donc, ce bouquin, cette notion de capitalisme de l'apocalypse, et je vous le dis encore, c'est pas une vérité absolue. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il nous aide à comprendre ce mouvement dont je vous parle de temps en temps dans le Juste Bistrot et dans les vidéos. Vous savez, de la lutte contre l'État, à travers des figures qui, de prime abord, semblent positives. On peut prendre, par exemple, la question du service public en France. Vous avez quelques représentants de partis politiques qui vous disent « il faut le supprimer ». C'est super, il faut supprimer le service public à la télé, ça suffit, c'est de la propagande, et en plus, regardez, ça coûte du pognon, c'est 4 milliards. 4 milliards d'euros par an. Vous avez ce discours qu'on retrouve par exemple chez Reconquête, chez certains leaders de droite, et un petit peu extrême droite, mais un peu moins quand même, du côté du RN. Donc vous avez ce discours de la lutte contre un État devenu trop gros, personnifié par Gérard Larcher, cet État devenu trop gros qui dépense de partout, et la dépense publique, c'est l'ennemi numéro 1. Pour la petite parenthèse et le petit clin d'œil, on va dire, quand j'entends une Sarah Knafo qui nous dit « il faut supprimer le service public à la télé, Radio France et tout ce que vous voulez pour économiser 4 milliards par an », et qu'elle nous explique que la taxe Zuckman, loin de moi l'idée de défendre cette taxe qui est évidemment idéologisée jusqu'à l'os et qui est un truc à la fille à la con, on est d'accord, mais c'est sur le discours de Sarah Knafo de dire il faut supprimer le service public, c'est 4 milliards d'économies. Par contre, la taxe Zuckman, ça sert à rien parce que ça va ramener que 15 milliards. La dette française, est à 3200 milliards. Donc, voilà, pour la simple analyse du discours. Après, j'imagine que ça revêt des complexités dans le discours. Mais je trouve que sur la forme, c'est assez intéressant. Bref. Donc, vous l'avez compris, ce contexte dont on parle beaucoup, c'est la tronçonneuse de Milei, c'est Musk avec le Doge qui devait couper dans ses dépenses publiques, ce discours qui arrive en France où on explique aux gens nos États sont devenus trop gros et on dépense pour tout et n'importe quoi. Alors, attention, le but n'est pas de dire que c'est faux, et au contraire, ce bouquin explique bien que notre État-nation occidental a beaucoup de problèmes et que, évidemment, que la dépense publique en soi n'est pas quelque chose de génial à laquelle il ne faudrait absolument pas toucher. C'est pas ça le sujet. C'est juste de dire que la plupart du temps, l'intention des gens qui pointent du doigt les dépenses publiques n'est pas juste de rendre l'argent à leur peuple. L'intention en sous-main, c'est la privatisation. Donc c'est l'accélération de l'entrée du capitalisme dans les États. À partir du moment où on coupe les dépenses publiques, où l'État ne joue plus son rôle dans l'éducation, la santé, les forces de l'ordre, la justice, in fine, vous privatisez. Regardez ce qu'ont fait par exemple les Britanniques. Margaret Thatcher, c'était ça. C'était ce projet-là. Et ce qui est encore plus curieux, si on prend l'exemple de la France, c'est que le Covid nous a montré que quand l'État est absent, voilà ce que ça donne. On est obligé d'applaudir nos soignants avec des casseroles, parce qu'en vérité, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on ne leur a pas donné les moyens de faire convenablement leur boulot. Donc quand arrive une pandémie, si vous voulez rajouter un L après le P, vous faites ce que vous voulez, quand arrive une pandémie, on n'est pas prêt. Évidemment qu'on n'est pas prêt. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a entendu beaucoup de gens qui disaient « Mon Dieu, l'État n'a pas joué son rôle, on n'a pas assez dépensé, nos soignants ont des sacs poubelles. » sont obligés de mettre des sacs poubelles pour faire leur travail. Donc là, on disait l'État n'a pas dépensé assez. Et aujourd'hui,
on nous dit non mais en fait l'État dépense trop, même dans la santé il faut faire des économies. Donc le discours a radicalement changé par des gens qui sont les mêmes parfois. On a des gens, je pense pas que à Sarah Knafou, une fois de plus, parce qu'après on va me dire je m'acharne sur elle. Non, c'est pas ça. Mais regardez des gens qui étaient très critiques de l'action du gouvernement pendant le Covid, qui aujourd'hui ont l'argument inverse. C'était on dépense pas assez, on dépense trop. Donc c'est vous dire à quel point ce discours en fait de la lutte contre la dépense publique est devenu très présent en un rien de temps. Vraiment très rapidement, on en est venu à faire rentrer ça dans le cerveau des gens, à grand renfort de Milei avec la tronçonneuse. Ce sont des politiques que l'on retrouve dans beaucoup de pays développés aujourd'hui, avec à chaque fois les mêmes arguments qui semblent contradictoires sur la forme. Donc c'est vraiment l'objet du livre, les amis. Et ça va plus loin, Toujours Milton Friedman, page 104, je vous donne la référence. Comme dit, vous avez la fiche de lecture en lien. Si vous voulez avoir tout ce que je vous dis de manière un petit peu plus détaillée, il y a quelques éléments que j'ai rajoutés. Vous avez la fiche de lecture, vous me direz si ça vous plaît en commentaire, les amis. Je vous lis Milton Friedman, l'une de ses déclarations, toujours dans cette idée-là du capitalisme de l'apocalypse, tel que nommé dans le livre, parce qu'il y a peut-être des noms un peu moins effrayants, on va dire aussi. En 1976, devant un auditoire de 2000 personnes à l'université du Cap, Milton Friedman déclarait que la démocratie était un concept surfait. Selon lui, le marché était une voie beaucoup plus sûre vers la liberté. Le vote par dollar était préférable au principe d'une personne, une voix. La clé de la liberté ne résidait pas dans la tenue d'élections libres, mais dans la décentralisation du pouvoir de l'État lui-même. Donc, quand je vous dis que ce livre est terriblement d'actualité, c'est que quand on parle de nos milliardaires français, pour ne parler que de la France, qui investissent du pognon dans les médias et compagnie pour faire gagner leurs candidats, c'est l'étape d'avant, cet état qui nous semble un peu dingue, mais cet état démocratique qui nous semble dingue, où celui qui a le plus de voix dans une élection, c'est celui qui a le plus de pognon. Officieusement, c'est déjà le cas. Regardez comment on manipule des élections. C'est déjà le cas. Milton Friedman le disait et l'assumait complètement, que pour lui, la forme de démocratie la plus pure, c'était une démocratie du vote par dollar. Donc, quand je vous dis que ce livre est passionnant, c'est qu'il éclaire ce genre de choses. C'est qu'au fond, les Rodolphe Saadé, les Bernard Arnault, tout ce que vous voulez, incarnent cette démocratie dans l'étape d'après. La démocratie néolibérale, où on fait voter les gens, c'est super, mais avant ça, on a manipulé les cerveaux pour faire gagner le candidat du système. C'est l'arrivée de Macron. Aujourd'hui, on voit s'installer le discours, là j'ai entendu parler dans quelques médias à droite à gauche, le PS. C'est le PS, l'État profond français pour faire gagner le PS, je sais pas quoi, avec l'affaire Cohen-Legrand. C'est quoi cette histoire? Ce sont des milliardaires qui décident des candidats. Donc vraiment, c'est assez passionnant de comprendre que tout ça est plutôt ancien. La deuxième grande idée de ce bouquin, au-delà de ce que je vous dis là, c'est qu'au fond, tout ce qui se passe nous ramène au Moyen-Âge. Alors là, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Sortez les chevaux, sortez la côte de maille. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il n'y a que Maille qui maille. Mais c'est quoi cette histoire? Slobodan, l'ami Queen Slobodian, pardon, j'allais dire Slobodan Despot, que j'aime beaucoup, d'Antipresse, qu'on embrasse. Queen Slobodian nous explique que l'objectif, finalement, de ce néolibéralisme assumé dans nos États démocratiques, c'est une forme de retour au Moyen-Âge. Je vous lis un paragraphe, page 53, pour éclairer un petit peu ça. Les villes sont depuis longtemps des îlots juridiques dans l'océan de territoires qui les entourent. Au Moyen-Âge, franchir les murs d'une cité signifiait se soumettre à des lois différentes. Fuyant leurs seigneurs, des serfs en quête d'une nouvelle vie pouvaient y chercher refuge. C'est là l'origine du dicton allemand selon lequel l'air de la ville rend libre. Du Moyen-Âge au début de l'époque moderne, l'Europe était constellée de dizaines de milliers de zones juridiques différentes. Le Saint-Empire romain germanique des XVIIIe et XIXe siècles comptait à lui seul plus d'1 millier d'entités indépendantes. Selon l'historien Fernand Braudel, les villes européennes du début de l'époque moderne étaient des univers autonomes, bordés à la fois de murs en pierre et de remparts juridiques. Donc, ce que développe là l'auteur, c'est qu'il y a un courant aujourd'hui qui s'installe, que l'on peut nommer ainsi, qui est le techno-féodalisme. C'est-à-dire comment on revient dans une construction des États, une construction étatique telle qu'elle était au Moyen-Âge, mais à l'époque moderne. Et ça colle, c'est intéressant, parce que ça réinterprète le discours de beaucoup de milliardaires. Par exemple, quelqu'un comme Elon Musk, qui vous dit on peut conquérir Mars, on peut parler de Starbase, des choses comme ça, où en fait on envisage des États
indépendants par leur structure économique. Vous prenez l'exemple du projet Neom en Arabie Saoudite. Vous savez, je vais vous montrer la photo. Ils veulent faire une ville, un projet complètement dingue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous savez, cette espèce de grand truc dans le désert, une mégalopole saoudienne, un projet pharaonique. Eh ben, ce qu'on apprend dans le livre, ce que nous dit Queen Slobodian, c'est que ce projet Neom, et c'est le prince Ben Salman qui l'a officialisé, hein, le taulier de l'Arabie Saoudite, qui a officialisé le fait que cette ville allait être cotée en bourse, que ça allait être une ville qui allait vivre de sa propre indépendance, mais aussi bien économique que juridique. Donc ce retour au Moyen-Âge, c'est ça. Ce retour au Moyen-Âge, c'est le fait que on va revenir, en tout cas nos techno-féodalistes, si on les appelle comme ça, ont l'ambition de revenir à un monde où une cité, avec un C majuscule, est régie par les lois de ceux qui la gouvernent. Et que les ensembles supranationaux n'ont plus voix au chapitre parce que ce sont les obstacles numéro 1 pour l'expansion du capitalisme. La régulation, les lois, le code du travail, tous ces trucs, ça casse les pieds en fait, parce que ça empêche de faire ce qu'on veut. Et, alors ça c'est un petit pari que je prends pour la petite parenthèse, mais paradoxalement, ça peut être une piste pour l'effondrement de l'Union européenne. Je ne vous dis pas que c'est une hypothèse. Je ne vous dis pas que non seulement, je suis plutôt contre l'Union européenne, vous le savez, donc à la limite je l'appellerai de mes voeux, mais attention, peut-être un jour, et là je m'emballe, hein, vraiment, ce que je vous dis n'est pas sérieux, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au contexte du bouquin, mais ce n'est pas une prédiction que je vous fais. L'Union européenne pourrait tomber par rapport à ça, par rapport à ce techno-féodalisme qui voudrait instaurer dans des États, en fait, une pleine liberté de constitution. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi là encore, demain, Paris est racheté par Bernard Arnault, les lois qui comptent sont les lois mises en place par Bernard Arnault. C'est ça le techno-féodalisme. Et l'histoire est rigolote dans tout ça, parce que l'un des premiers penseurs du techno-féodalisme, qui est un courant assez récent, je vous le donne en mille, c'est un certain David Friedman, le fils de Milton Friedman. Oui, je te lis ce que nous dit le bouquin, page 147. Peu de gens ont adopté aussi littéralement le fétichisme du Moyen-Âge que le fils de Milton Friedman, David Director Friedman. Le mec s'appelle Director, que quand même, c'est la classe. Hein. Dont la trajectoire intellectuelle reflète la radicalisation de la pensée libertarienne à la fin du XXe siècle. Né à New York en 1945, il grandit dans l'enclave universitaire de Hyde Park, un quartier où son père enseigne à l'université de Chicago. Sans être une gated community, Hyde Park est une petite zone de 5 km², entourée par les quartiers pauvres du South Side, à population afro-américaine et une ligne de front pour les questions de race et de propriété qui agitent les États-Unis au milieu du XXe siècle. Un petit peu plus loin, ce qu'on nous dit, sur le plan politique, David Friedman est beaucoup plus radical que son père. Il est pour l'abolition de toute forme d'État. Si Milton Friedman exprime son scepticisme à l'égard de l'enseignement public, il pense néanmoins qu'un gouvernement est nécessaire pour assurer toute une série d'autres fonctions, comme garantir l'ordre public et les droits de propriété, imprimer et contrôler la monnaie, et même le cas échéant, lutter contre les monopoles ou sanctionner les pollueurs. À maintes reprises, il souligne qu'il n'est pas anarchiste, son fils, en revanche, l'est. 2 ans après l'obtention de son doctorat en physique, David Friedman publie un manifeste intitulé « The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism ». Dans ce livre, il défend une position extrême, ralliant l'appel de Murray Rothbard en faveur de l'anarcho-capitalisme, défini comme un système dans lequel tous les services publics, des routes aux tribunaux en passant par la police, seraient privatisés. Le droit public cesserait purement et simplement d'exister, de même que tout semblant de démocratie. Donc, vraiment les amis, là on arrive à l'idée du livre qui m'a le plus passionné, vraiment, parce que j'ai trouvé ça assez extraordinaire. On est dans la projection hypothétique, hein, soyons clairs. C'est pas sûr, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas Paco Rabanne le bordel, hein, c'est pas une prédiction, Mais je trouve ça passionnant, en fait, de théoriser l'étape d'après, ce qui est en train de se produire dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire des gouvernants et des idées qui vont à l'encontre de l'État comme celui qui gâche le pognon, qui dépense trop d'argent. Aujourd'hui, on a un discours qui est plutôt sympa, parce que les partis qui mobilisent ces arguments les enrobent pour donner envie aux électeurs d'accepter tout ça. On dit, ben voilà, on va enlever le service public comme ça, enfin la téloche, pardon, les médias de service public, on va les enlever comme ça, on économise un peu de pognon, puis ça évite la propagande de Patrick Cohen.
Et puis après, on vous dit, bah, on va supprimer l'aide au développement, par exemple, ou l'agence pour le développement, là, je sais pas quoi. Ça coûte du pognon, on sait pas trop à quoi ça sert. Ok. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée n'est pas de faire la chasse aux mauvaises dépenses publiques. On est d'accord que ça existe, et on est d'accord que beaucoup de gens se gavent sur le dos des gens, évidemment. Beaucoup de dirigeants se gavent sur le dos des gens. Mais ce que ne disent pas les politiciens qui militent pour ce genre de règles, pour couper dans les dépenses de l'État, ce que les politiciens qui défendent cette idée ne disent pas, c'est que l'étape d'après, en fait, c'est celle-là. C'est la privatisation, étape numéro 2, comme je vous le disais. Si on réduit l'argent public dans la santé, l'éducation, les forces de l'ordre, à un moment donné, les services sont à l'os, donc il faut privatiser pour faire les choses. Mais ça, c'est du classique. Thatcher l'a prouvé, donc c'est factuel. Et l'étape 3, qui est un peu plus hypothétique, c'est celle-là. C'est cette étape où, au fond, tout est privatisé jusqu'à la disparition définitive de l'État. C'est-à-dire, vous avez plusieurs tribunaux. Vous pouvez choisir votre tribunal. C'est des sociétés de tribunaux, des sociétés de forces de l'ordre. Dans le monde de l'armée, Blackwater, Wagner, ce sont des milices privées qui font le travail de l'armée de manière privée et qui n'ont plus à répondre au droit international car ce sont des sociétés. Donc, tout ce livre s'appuie sur une évolution très actuelle, très contemporaine et que je trouve vraiment passionnante, que je voulais vous partager, les amis, parce qu'on a l'impression de voir ce qui suit, d'une certaine manière. En tout cas, de pouvoir voir ce qui suit. Et la dernière petite théorie pour finir là-dessus, qui est encore plus hypothétique, mais que j'ai trouvé passionnante, le livre évoque ça, page 255, fait le lien entre tout ça, donc cet anarcho-capitalisme, qui est un peu le nom plus cohérent, on va dire, que capitalisme de l'apocalypse. Le livre fait le lien entre ça et le Bitcoin. Je vous lis un passage. C'est assez déstabilisant comme idée, mais je vous assure, ça tient la route. C'est le pire. Selon Srinivasan, donc c'est un monsieur qui en 2015 quitte le fonds Capital Risk Andreessen Horowitz pour travailler à plein temps dans une nouvelle entreprise consacrée à la diffusion du Bitcoin. Pour vous dire un peu le bonhomme, selon donc ce mec-là, les partisans du Bitcoin ont fait naître une monnaie par le jeu de rôle. Ils ont traité une ligne de code comme s'il s'agissait d'argent et suffisamment de personnes ont été convaincues par la qualité de leur modèle pour que cela devienne effectivement de l'argent. De simples produits de l'imagination d'un individu en 2008, le Bitcoin est devenu un composant du système financier mondial valorisé à 1000 milliards de dollars en 2021. Et les banques centrales du monde entier envisagent de se lancer à leur tour dans les monnaies numériques. Si l'on pouvait créer ainsi une monnaie, un des fils essentiels du tissu social, pourquoi ne pourrait-on pas faire de même avec une nation ? En 2017, Srinivasan déclare « Nous en sommes aujourd'hui à créer notre propre monnaie. Avant de poursuivre, l'horizon maintenant est de créer notre propre pays. » Donc, je vous l'ai dit, c'est très déstabilisant. Vraiment, cette idée, elle est bizarre, elle est peut-être un peu excessive, mais je la trouve cohérente à titre individuel. Quand on part du principe que le Bitcoin est une monnaie qui a été créée de toutes pièces, sans mauvais jeu de mots, qui a été créée de toutes pièces, mais de manière purement impalpable, c'est-à-dire qui n'a pas de corps physique. Le Bitcoin, personne n'a vu un Bitcoin en vrai sur une table. C'est le principe de ces monnaies-là, ces crypto-monnaies, avec en plus tout le système de blockchain, d'où le nom crypto, machin. Monnaie numérique, vous avez l'idée. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une monnaie numérique qui n'a pas d'existence concrète, mais qui a entraîné une juridiction concrète. Des textes de loi qui, eux, sont palpables pour encadrer ce qui pouvait l'être concernant les entreprises qui travaillent dans les crypto-monnaies, les États, tout ce que vous voulez. Vous avez une création virtuelle qui entraîne des conséquences physiques, factuelles. Enfin, non, pas factuelles, physiques, pardon. Et ce que nous dit Queen Slobodian dans le bouquin, nous dit, mais après tout, pourquoi ne pas imaginer la même chose avec un État ? Et si demain, dans le métavers, des gens s'organisaient pour créer un État, donc un État virtuel, qui n'aurait pas d'existence physique, c'est-à-dire qui n'aurait pas de frontières, qui n'aurait pas de territoire, qui n'aurait pas de préfecture, j'en sais rien, créer un État virtuel entraînant des conséquences physiques. C'est-à-dire, dans cet État virtuel, par exemple, vous pouvez vous échanger des choses illégales, peut-être des monnaies illégales, ou j'en sais rien, des contenus illégaux qui ne seraient régis que par les lois de cet État virtuel. Donc, qui dit État virtuel, dit loi virtuelle. Et donc, quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, mais attendez, je comprends pas l'histoire. Je comprends pas l'histoire, mais j'ai trouvé ça assez passionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. J'ai trouvé ça assez passionnant parce que c'est la conséquence du Bitcoin. Ça peut fonctionner.
Peut-être que demain, on aura des Bretons indépendants dans le métavers, après tout. Et j'ai trouvé ça vraiment assez extraordinaire, ça secoue, mais vraiment assez extraordinaire. Donc, les amis, je vous remontre ce livre, Le capitalisme de Queen Slobodian. Comme je vous le dis, lien en description, je vous ai préparé une fiche de lecture. On vous a mis ça en place, voilà, aux petits oignons. Petite nouveauté sur Juste Milieu, on vous fait des fiches de lecture, des résumés de certaines choses. Comme ça, vous pouvez garder des traces de tout ça plutôt que vous retaper toute la vidéo, si vous l'avez déjà vu, parce qu'il faut d'abord l'avoir une fois. Vous avez le lien en description pour récupérer la fiche. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît au niveau de l'organisation de la fiche, la disposition, la police, tout ça, tout ça. Comme ça, on pourra l'adapter pour les prochaines parce qu'il y en aura d'autres. Donc, je vous donne le lien, pardon, dans le chat Twitch, avant que j'oublie. Il est là, tac, je vous donne le lien sur Twitch. Voilà, hop, vous l'avez. Je vous donne le lien sur Twitter également. Voilà, vous êtes nombreux. Je vous donne le lien sur Twitter, les amis. Si vous voulez récupérer la fiche de lecture, hop. Je note tout ça, tu vois, en direct. Hein. Il y a de la polyvalence. Hein. Il y a un côté Dembélé. On fait le pressing, mais on marque des buts. On espère, on rate le cadre aussi parfois. Voilà, hop, la fiche de lecture, tout le monde là. Comme ça, tout le monde est content et ça fait plaisir. Et surtout, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé sur l'organisation. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire de ce bouquin. Je suis content de vous parler de livres. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Ça a commencé comme ça, comme disait Céline. Pas la québécoise évidemment. Donc, très content. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu les amis, cette petite séquence. Dites-moi si vous en voulez d'autres. J'ai quelques idées sur un bouquin énorme que je viens de finir de lire. Je vais vous en parler longuement. Et j'ai une série qui arrive et un film. Vous allez voir, on fait plein de trucs. C'est juste mieux, c'est aussi la culture. On bricole. Voilà les amis. 18h25, belle émission les copains. Merci d'avoir été là une fois de plus. Merci les amis, vous avez été très nombreux ce soir. C'est un bonheur d'être avec vous parce que je veux finir là-dessus. Sans tomber dans le larmoyant, sans tomber dans comment dire, le discours humaniste à deux balles, mais ce que je vous disais au tout début de l'émission, je finis avec ça les copains, quoi qu'il se passe, quels que soient les commentaires, les discussions, les qualificatifs, les colibés, tout ce que vous voulez, ça ne vaut jamais le coup de se mettre sur la gueule, ça ne vaut jamais le coup, à part pour faire du buzz et monter en épingle avec des trucs incroyables, mais si on veut pas tomber là-dedans, ça ne vaut jamais le coup. Et c'est très bien ce qui se passe aujourd'hui avec Toxin, avec Didier Maisto, c'est très très bien parce que personne n'enflamme le truc, il n'y a pas de recherche de buzz, je sais pas quoi, tout le monde a ses opinions, tout le monde a ses positions, on a l'occasion de s'en expliquer parce qu'on a tous nos propres médias, en plus on parle ensemble, donc c'est très bien. Donc voilà, ça ne vaut jamais le coup, et je réitère mon message. Vous le savez les amis, je milite pour ça, je milite pour que les communautés soient unies, qu'on papote, qu'on discute, qu'on débatte. Et tout ça n'empêche pas les désaccords. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, bon voilà, c'est du concret. N'empêche pas les désaccords. Et on a le droit de pas aimer ce que font nos amis. C'est pas interdit. On connaît tout ça dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que vous voulez. On a le droit. Et ça fait pas de nous des traîtres, ça fait pas de nous des méchants. C'est pas une sécession que de dire qu'on n'est pas d'accord. Donc moi je suis très content de ça, je suis vraiment très content de ça les amis, je suis content de la communauté Juste Milieu, très honnêtement, là je vais vous brosser dans le sens du poil, je suis content de la communauté Juste Milieu parce que j'ai vu quelques tocards, et je suis désolé, qui ont insulté, que ce soit Maisto ou Toxin ou autre, et ça m'a emmerdé. Alors après je suis responsable de personne, mais ce que je veux dire par là c'est que si vous aimez Juste Milieu, vous savez que ça sert à rien, et que c'est même contre-productif, parce que ça me revient dans la gueule. Donc voilà, je trouve que ça c'est con, mais pour la très grande majorité, je suis très content parce que franchement, c'est top. Et puis, voilà, ce qui se passe là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de médaille pour Juste Milieu. Je suis plutôt content de ça parce que je vous parle souvent de l'indépendance de Juste Milieu, une indépendance structurelle, financière, et sur l'indépendance intellectuelle, je vous ai toujours dit qu'il n'y avait pas de camp, que j'étais pas là pour défendre un camp, dont acte avec la séquence Maisto-Toxin. On discute, on papote, il n'y a pas de problème. Par contre, je me fous du copinage, je me fous de « faut pas dire ça sur machin parce que confraternité », j'en ai absolument rien à foutre. Ce qui ne m'empêche pas d'être respectueux, j'espère constructif et factuel. Donc voilà, au fond, ce qui se passe, c'est l'incarnation du message que je veux porter avec Juste Milieu. Et quand je vous parle de Juste Milieu comme média indépendant, vous en avez la preuve. Être indépendant, c'est pas juste se foutre de la gueule de Macron et s'en prendre à Martin Blachier. Être indépendant, c'est essayer de tenir une ligne. Et c'est pas tout le temps parfait, hein, loin de là, hein, on est d'accord. Hein. Essayer de tenir une ligne en étant cohérent, quelles que soient les amitiés, quels que soient les bords, quels que soient les camps, quels que soient les machins. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ça me permet de
Ça me permet d'affirmer la ligne, ça me permet de prouver par l'exemple ce que je vous dis depuis longtemps. Donc voilà les copains, merci d'avoir été là. On se retrouve demain, farce tranquille, juste bistrot. Demain on parlera Woody Allen et Jeffrey Epstein, on parlera Charlie Kirk, on parlera Israël. Que des sujets encore en détente, en toute détente. Donc je vous embrasse les amis, merci d'avoir été là une fois de plus. Vive la rigolade plus que jamais et vive la France, je vous embrasse.